Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je m'appelle Zoé, je suis chef de projet à l'UPC et ce soir je suis enchantée de vous écouter, Olivier Hamon. Vous êtes chercheur en biologie et biophysique. Vous travaillez à l'Institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, en tout particulier sur le végétal. Je pense qu'on va en savoir un petit peu plus aussi ce soir. Et vous êtes l'auteur de 3 livres dans lesquels vous vous inspirez de vos recherches pour proposer un modèle de société qui prend exemple sur le vivant et qui s'appuie sur un principe de robustesse plutôt que de performance. Voilà. C'était une petite intro et maintenant je vous laisse la parole. Merci de votre accueil. Moi, je préfère être debout parce que j'arrive pas à parler en étant assis, donc je vais me mettre debout. Ok, et bah du coup, voilà, je vais vous parler de robustesse et de performance. Ça va, je ne suis pas trop dans la trajectoire. Alors du coup, allons-y, je démarre, puis après on aura un échange quand même. Ouais, je lance juste les hostilités, mais après on pourra échanger. Alors, je commence souvent avec ce petit tableau là, enfin c'est en fait ce grand tableau du douanier Rousseau qui s'appelle Joyeux farceur. C'est un tableau en fait où on voit un peu l'impression qu'on a de la nature quand on est un petit enfant. En fait, quand on regarde la nature, on a plutôt cette impression-là, voilà, très variable, des couleurs, un peu foisonnantes, imprévisibles, voilà, avec des surprises. Bon, ça c'est le vivant. Ça c'est le vivant quand on est un enfant. Et puis un peu plus tard, on se rend compte qu'on l'a plutôt transformé en quelque chose comme ça, quoi, la nature. Hein. On l'a bien rationalisé, on l'a bien organisé, on l'a bien optimisé. Et donc en fait, assez rapidement, on se rend compte qu'on est dans ce monde-là, on est dans un monde qui est soumis, voilà, en effet, une réaction à l'injonction de performance. Et on voit bien que là, ça frotte quand même. Alors, la performance, juste pour vous donner quand même la définition, la performance, je prends la définition du contrôleur de gestion, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif, efficience avec le moins de moyens possible. Donc quand on est performant, on atteint son objectif avec le moins de moyens possible. Alors bon, bah, pourquoi pas, mais est-ce qu'il faut qu'on soit performant comme ça tout le temps, partout? Alors en fait, quand on regarde bien, on l'est. L'injonction de performance, elle est vraiment partout. Donc dans le paysage, dans l'agriculture, donc là c'est un élevage industriel de poules, dans l'urbanisme, l'architecture, les vacances sont soumis à l'injonction d'optimisation, le trajet domicile-travail, tout ça, c'est de la performance tout le temps. En fait, on n'arrête pas de performer. Si vous regardez bien, si analysez vos journées, vous allez voir, c'est de la performance du matin au soir, y compris la nuit. Donc du coup, c'est vraiment de la performance tout le temps. Alors, est-ce que c'est une si bonne idée? Alors, il y a des indicateurs qui montrent que, en fait, c'est peut-être pas une si bonne idée comme ça de performer tout le temps. Donc là, par exemple, c'est un article dans Le Monde qui parlait du burn-out, très clairement. Donc là, vous avez un certain Robin, 27 ans, qui utilise, vous voyez, ce petit texte là, il dit qu'il utilise des somnifères pour continuer à travailler, mais il dit continuer à fonctionner au boulot. Alors, fonctionner, c'est un verbe qui va pour les machines. Donc en fait, il s'est réifié, il s'est chosifié, il s'est transformé en objet, en machine. Et donc quand on se transforme en machine, ça veut dire qu'on a déjà anticipé qu'on va casser. En fait, ce que se dit ce texte, c'est que quand nous allons dans la performance, en fait, nous devenons fragiles. Vous savez, il y a une différence entre fragilité et vulnérabilité. La fragilité, c'est pour les objets qui cassent, et c'est irréversible. Et la vulnérabilité, c'est pour les êtres vivants qui se soignent. C'est réversible. Donc là, clairement, le burn-out, c'est de la fragilité. Ça casse. Donc ça, voilà, on est ça c'est le produit de la performance, il n'y a pas de doute. Et puis alors, si on va un cran plus loin, alors vous voyez, nettement plus loin, on va aller sur Mars. Et bien en fait, là, c'est le délire performant. Donc le délire performant du gourou, de nos gourous de la performance, Elon Musk, par exemple. Donc Aurélien Barraud en parlerait mieux que moi. Mais c'est le projet d'aller sur Mars, par exemple. Voilà, ça c'est un exemple bien typique du monde performant. On nous fait rêver en allant sur Mars. Alors il faut bien réfléchir. Mars, c'est une planète morte. Donc vouloir aller sur Mars, c'est vouloir mourir. C'est un projet de suicide. C'est tout, ce n'est que ça. D'un point de vue symbolique, ce n'est que la mort. Et alors, en fait, si vous regardez les ultra performants, les Jeff Bezos, les Sam Altman, enfin, toute la galaxie de Silicon Valley, notamment, les ultra performants sont surtout ultra morts. En fait, ils ont surtout des projets de mort. Donc voilà, aller sur Mars, faire des bunkers, donc c'est des tombeaux, faire une ville, MBS en Arabie Saoudite, Neom, là, c'est une ville morte, une ville dans le désert, ça tient pas. Enfin bon,
Regardez bien, voilà, les Poutine, tout ça, enfin, il y en a une galaxie hein, quand même. En général, c'est des vieux hommes un peu névrosés, voire très névrosés, ultra riches. Hein. Enfin, ils ont à peu près tous le même profil, ultra violents aussi. Voilà, bah, tout ça, c'est des projets de mort. Hein. Donc, du coup, il ne faut pas se faire avoir. Hein. Les ultra performants ne nous vendent pas du rêve, hein, ils nous vendent du cauchemar. Hein. Donc, en fait, moi, je vous propose d'atterrir et d'observer. En fait, peut-être qu'il y a un autre chemin que ce tout performant pour habiter la Terre. Alors, je vais vous amener dans un chemin en 3 épisodes. Et le premier épisode, la première étape, c'est de critiquer la performance. C'est de vous donner en fait des arguments un peu scientifiques pour critiquer la performance. Parce qu'on sent bien que c'est toxique cette performance, mais ça va mieux en le disant avec du fait scientifique, pour avoir des arguments un peu solides, quoi. Alors, le premier argument, il tient en 2 mots, optimiser fragilise. Optimiser fragilise. Quand on optimise, en fait, on augmente la performance. Hein, donc on atteint son objectif encore plus vite, avec encore moins de moyens. Et donc, en fait, on sait canaliser. Donc là, vous avez un exemple, ça c'est les forêts des Landes en 2022 qui ont subi un méga feu hein, qui a fait la tournée des médias. Alors là, vous voyez pourquoi je prends cet exemple-là, parce qu'en fait, on voit des forêts où les arbres sont alignés. Donc en fait, on a augmenté la performance, on a optimisé les plantations hein, pour augmenter la récolte, hein, enfin augmenter la performance de la récolte. Mais ça, c'est des autoroutes pour le feu et c'est aussi des autoroutes pour les pathogènes. Donc quand on optimise, on fragilise. Hein. Toujours. Donc dès que vous voyez le mot optimiser quelque part, il faut vous demander qu'est-ce que je fragilise. Alors ça c'est vrai bon, pour les forêts des Landes, hein, évidemment c'est vrai pour un peu cet été, hein, CrowdStrike, la panne informatique mondiale, hein, voilà, ça c'était de l'optimisation avec un monopole, une entreprise de cybersécurité qui a un monopole sur Microsoft Windows, et ben d'un seul coup voilà, tous les systèmes Windows sont en panne parce qu'on a tellement optimisé que c'est hyper fragile, quoi. Il y a l'adage zen hein, qui est bien pratique pour ça. L'adage zen, enfin, il y a un adage zen qui dit celui qui atteint son objectif a manqué tous les autres. C'est ça, hein, optimiser, fragiliser. Alors du coup, il y en a d'autres, hein, des optimisations qui fragilisent. Donc voilà, les réseaux sociaux, hein, ce sont des formidables usines de performance et des formidables usines de canalisation. En fait, c'est de l'hypercohérence, hein, c'est de la dérive sectaire, quoi. Et donc ça, c'est très optimisé, hein, littéralement. Hein, c'est des algorithmes d'optimisation pour concentrer le savoir sur un tout petit groupe. Et du coup, ça fait des dérives de ce type-là, quoi. Ok, optimiser fragilise. Deuxième critique de la performance, c'est l'effet rebond. Alors, c'est mon exemple favori, les frigos. Donc les frigos, dans les années 60, ils consommaient beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, beaucoup de métaux. Et puis, on a fait beaucoup de progrès. De sobriété, hein, on pourrait même dire, hein, d'efficience énergétique. On les a rendus plus sobres, hein, ces frigos. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont devenus plus attractifs, donc du coup on les a multipliés. Et aujourd'hui, en fait, on en fait des frigos qui sont plus gros, des frigos connectés, on fait des caves à vin. Donc la population mondiale de frigos consomme plus d'énergie. Alors ça c'est très vicieux, hein, parce qu'on pense faire de la sobriété, et en fait on fait de l'ébriété. C'est très vicieux. Hein. Et donc ça, c'est un effet rebond. Alors sur les frigos, il est inutile de vous dire que c'est vrai pour absolument tout. Hein. Dans un monde qui est drogué à la performance, l'efficience énergétique notamment, ça ne marche pas. Pour le charbon, pour le pétrole, pour les avions, pour la lessive concentrée, pour les écrans plats, enfin, vous pouvez y aller. Hein. À chaque fois qu'on a voulu réduire la consommation de ressources, réduire la consommation d'énergie, en fait, ça a conduit à plus de ressources épuisées et plus d'énergie consommée, quoi. Donc voilà, les effets rebonds, le surtourisme hein, par exemple, voilà, c'est un effet rebond sur l'effet rebond de plus d'avions, quoi. Troisième argument, la loi de Goodhart. La loi de Goodhart, donc tout ça c'est de l'analyse systémique, hein, donc c'est très très bien démontré si vous allez dans l'analyse des systèmes, la cybernétique, tout ça c'est très trivial. Hein. Le troisième argument, la loi de Goodhart, alors elle dit quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Donc ça veut dire que dès que vous mettez un indicateur de performance quelque part, ça devient toxique. Voilà, je le dis brutalement, hein, mais voilà, je vais à la serpe. Hein. Donc, du coup, alors les JO, alors on a tous vibré hein, pour les JO, voilà, c'était la fête, etc. Puis c'était plutôt sympa d'ailleurs, hein, enfin, je veux dire, on a beaucoup parlé du travail d'équipe, etc. Donc sur l'entraide, finalement, il y avait quand même des liens. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que si le but de l'athlète, hein, du sportif, c'est vraiment d'atteindre le podium, de vraiment avoir sa médaille d'or, hein, ces gens-là, ces personnes-là vont tout faire pour le faire, y compris du dopage. Donc le dopage, en fait, dans le sport, c'est l'exemple typique de la loi de Goodhart. En fait, on est sportif, on va s'intoxiquer pour atteindre la meilleure performance. Là, du coup, on n'est plus du tout dans le sport. Hein. En fait, on est en train de se détruire pour atteindre la meilleure performance. On est très très loin du sport. On n'est que dans la compétition. Hein. Et donc aujourd'hui, vous voyez, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien là, les jeux augmentés,
les Enhanced Games. Donc depuis 2023, on pense, enfin certains veulent faire des jeux augmentés où on va autoriser le dopage. Et donc il y a déjà des médecins et des athlètes qui ont dit oui. Hein. Donc là, c'est le retour des jeux du cirque. Hein. On va aller voir des sportifs qui vont se tuer dans les stades, hein, littéralement. Hein. Alors, on n'est pas très loin, hein, parce que je ne sais pas si vous avez vu certaines radios des athlètes des JO de 2024, là, les radios hein, de leur squelette. Hein. Certains, ils ont 20 ans et ils ont des os de personnes de 60 ans. Hein. Bon, bah ça, c'est aussi de la performance qui va aller un cran trop loin. Alors, c'est vrai pour le sport, hein, mais c'est vrai pour tout. Hein, le bachotage avant les examens, les KPI, hein, les Key Performance Indicators pour les entreprises. Hein. Si on ne met que l'indicateur financier pour une entreprise, ça va tuer l'entreprise, hein, très clairement. Quoi. Bon, donc ça, c'est la loi de Goodhart, très prévalente partout. Et puis, quatrième argument, alors c'est une équation en 3 mots. Quand on met l'accent sur la performance, hein, définie comme la somme de l'efficacité et de l'efficience, donc atteindre son objectif avec le moins de moyens possible, en fait, c'est toujours une performance relative. Donc quand on met l'accent sur la performance, en fait, on met l'accent sur la compétition. On ne le dit pas comme ça, hein, souvent, hein, mais c'est de la compétition. Alors, il faut bien se poser la question, dans une compétition, qui gagne ? Finalement, c'est ça. Hein. Alors, bah, c'est très simple, ce sont les plus violents. Ce sont toujours les plus violents qui gagnent dans une compétition. Alors, c'est parfois une violence qui est encadrée par des règles, encadrée par des lois, mais ça reste de la violence. Alors, nous, en France, hein, on a un exemple parfait pour ça. Hein. Un certain Emmanuel M. Hein, parlait d'efficacité politique hein, pendant des années. Puis maintenant, il parle de réarmement démographique. Bon, ben voilà, on est passé de la performance à la violence. Alors, si vous voulez un peu déminer hein, ces textes-là, très pro-performance, au service de la performance, hein, 27 députés macronistes ont dit qu'ils prêchaient pour le culte de la performance pour les politiques publiques. Alors, pour déminer ce discours-là, hein, il faut juste remplacer le mot performance par le mot violence. Vous allez voir, ça change pas mal le sens du texte. En fait, ça révèle la toxicité de la performance. Donc en fait, quand vous mettez l'accent sur la performance, en fait, indirectement, vous mettez l'accent sur la violence. Et alors du coup, dans un monde qui est drogué à la performance, eh bien, évidemment, il y a de la violence. Alors, contre les plus défavorisés dans les systèmes sociaux et aussi contre les écosystèmes. En fait, ceux qui payent le coût finalement de notre performance, hein, et quand je dis notre performance, c'est pas tout le monde, hein, mais de la performance de certains, des ultra-performants notamment, et ben c'est plutôt ceux qui sont aux marges de la société et les écosystèmes. Alors, sur les écosystèmes, il y a plusieurs sujets, hein, évidemment, je ne vais pas vous faire un bilan socio-écologique ce soir, hein, ça serait trop long, mais quelques thèmes, hein, il y a la pénurie de ressources, la crise climatique, l'effondrement de la biodiversité et les pollutions globales, hein, c'est ça les 4 grands sujets socio-écologiques. Alors là-dessus, je ne vais pas vous faire un bilan, mais j'aurais juste souligné 2 points saillants qui sont vraiment indispensables à mon avis pour qu'on comprenne ce qui se passe. Hein. Donc vraiment, si on prend du recul sur ces bilans écologiques. Le premier point, c'est que ce qui domine dans les médias, dans les discussions, c'est le climat. Et voire même dans le climat, ce qui domine, c'est le CO2. Alors ça, vous voyez, c'est l'exemple typique du monde de la performance. On a réduit toute la complexité socio-écologique à une molécule, du CO2. Très performant, hein, très réductionniste. Oui, on a vraiment, c'est le canal hein, étroit. Voilà. Alors pourquoi c'est problématique ça ? Parce que le CO2 dans l'atmosphère, c'est le symptôme, ce n'est pas la cause. Donc en fait, quand on réduit la question socio-écologique à du CO2 dans l'atmosphère, en fait, on va trouver des solutions pour réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Et donc l'été dernier, en Islande, on a ouvert une nouvelle usine qui permet de faire de la capture directe du CO2. Donc c'est une grosse usine avec beaucoup de métal, beaucoup d'énergie, qui filtre l'air atmosphérique pour faire du charbon. Alors, un enfant de 5 ans hein, comprendrait que ça n'a vraiment aucun sens, hein, ce truc-là. Évidemment, c'est des volumes minimaux, ça consomme beaucoup d'énergie, etc., beaucoup de ressources, et en plus, ce n'est qu'une opération financière. Ça permet à certaines entreprises d'acheter des quotas carbone pour continuer à polluer. Donc c'est vraiment, c'est très 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 contre-productif. Et ben ça, c'est le produit d'une vision extrêmement réductionniste du monde. Et donc on s'est trompé en fait. Hein. Le climat, il y a une crise climatique. Hein. Je ne suis pas climato-sceptique. Hein. Il y a une crise climatique, mais ce n'est pas le bon levier parce que c'est le symptôme. Hein. C'est comme prendre de l'aspirine quand on a un cancer. Hein. Voilà, réduire le CO2 dans l'atmosphère, ça ne change absolument rien. Quoi. Donc en fait, ce qu'il faut faire, il faut reprendre un peu de recul. Notre performance, en fait, fait une guerre à la vie. Si je le dis un peu brutalement, c'est ça qui se passe. Hein. C'est que plus on est performant et plus on prend les habitats des êtres vivants, on pollue leurs habitats, on les tue hein, même. Voilà. Donc en fait, on est dans un moment de guerre à la vie. Donc du coup, si on veut être plus positif par rapport à la crise socio-écologique, le meilleur levier, le levier le plus systémique, c'est pas le climat, hein, c'est la biodiversité.
il faut commencer par la biodiversité. Multiplier la biodiversité, proliférer la biodiversité, stimuler la biodiversité. En fait, si vous commencez par la biodiversité, alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est que si vous commencez par le climat, avec les usines en Islande, là, ça va aggraver la pénurie de ressources, ça aggrave l'effondrement de la biodiversité et ça aggrave les pollutions globales. Donc c'est toxique sur tous les plans. Alors que si vous commencez par la biodiversité, et ben en fait c'est positif pour tous les autres. C'est positif pour la pénurie de ressources, c'est positif pour le climat et c'est positif pour les pollutions globales. En plus, la biodiversité, ça coûte rien, il faut juste semer des graines. Et on peut le faire à n'importe quelle échelle, sur son balcon, dans un jardin. Et au niveau planétaire, le premier levier, c'est l'agriculture. Et pour l'agriculture, on sait exactement quoi faire. Agroécologie, permaculture, agroforesterie, jardin créole dans les Caraïbes. On a toutes les solutions, toutes les techniques, tous les savoir-faire. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on sait quel est le levier le plus systémique. Ça ne coûte rien, enfin pas grand-chose, que du courage politique, grosso modo. Donc on a toute la solution, et pourtant, on continue à faire des usines de capture directe du CO2 en Islande. Voilà, bon, ben là, on se dit quand même, petit problème d'analyse quand même. Bon, donc biodiversité d'abord, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, il ne faut pas que je fasse trop long, le deuxième point, c'est le mot en rouge là-haut, le monde fluctuant. En fait, si vous lisez les rapports du GIEC, de l'IPBES, de l'IUCN, de la CIA, du Forum économique mondial, de l'OCDE, enfin tous ces rapports scientifiques, ils disent tous la même chose. Le 21e siècle sera fluctuant. On est en train de quitter le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type, si on veut utiliser une métaphore mathématique. Donc en fait, on rentre dans un monde variable et imprévisible. Très variable, très imprévisible. Si je vous le dis différemment, notre excès de contrôle nous a fait perdre le contrôle. Alors ça, c'était une prédiction des scientifiques, mais en fait, aujourd'hui, on le vit, ça. Ici, dans la région, les méga-inondations, vous connaissez, les méga-feux, les méga-tempêtes, les remous sociaux, les crises géopolitiques. Ça, c'est ce que prédisaient les scientifiques il y a 50 ans, le rapport Meadows, par exemple. Aujourd'hui, on est dedans. Ce n'est plus une prédiction, on le vit. Et ça va ne faire que s'amplifier. Enfin, si on prend sérieusement en compte les rapports scientifiques, c'est ça qui est prévu pour le 21e siècle. Ça va tanguer. En fait, ce qui est notre seule certitude, c'est le maintien et l'amplification de l'incertitude. C'est la première chose à retenir de tous ces rapports scientifiques. Il ne faut pas se tromper de diagnostic. C'est ça, la première chose à retenir. Donc en fait, le monde va devenir très fluctuant. Alors, ça c'est une donnée. Il est presque, enfin je vais le dire là aussi brutalement, il est trop tard. Pour éviter les fluctuations, il aurait fallu bifurquer dans les années 60. Donc de toute façon, ça va fluctuer. Alors du coup, ça c'est le produit de notre performance. Qu'est-ce qu'on a imaginé comme solution pour répondre à cette nouvelle donne ? Alors c'est là que c'est totalement dingue, la plupart de nos solutions sont encore coincées dans le dogme d'une performance nécessairement positive. Alors la géo-ingénierie, les ampoules basse consommation, l'agriculture de précision, il y en a plein. En fait c'est toujours du technosolutionnisme, très très souvent, très performant, et qui en fait va générer les effets rebonds, de l'optimisation qui fragilise, de la loi de Goodhart, tout ça, ça va faire exactement la même chose. C'est systémique ça, dès qu'on augmente les performances, c'est ça qui se passe. Donc en fait là on se trompe complètement. Enfin juste pour prendre l'exemple de l'agriculture de précision, si on fait donc l'agriculture de précision, c'est avec des drones, avec du numérique, on va mettre juste la dose d'engrais et de pesticides dans les champs. Donc on peut se dire c'est bien, ça c'est plutôt de la sobriété. On va utiliser moins d'engrais, moins de pesticides. Mais en fait quand on fait ça, on rend les parcelles plus homogènes. Alors pourquoi on veut rendre les parcelles plus homogènes ? Pour faire des monocultures. Et donc en fait, on va contre la biodiversité. On maintient le système de l'agriculture intensive en ajoutant une aliénation supplémentaire aux paysans, qui maintenant dépendent d'une technocratie des drones et d'une technocratie du numérique. Très fragile. Dans un monde fluctuant, ça n'a vraiment aucun sens. Bon, donc du coup, on va dérailler, très clairement. Là, vous voyez, mais c'est la preuve qu'on est complètement addict à la performance. Alors du coup, on va dérailler. Alors on peut dérailler avec Einstein quand il dit on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée que celle qu'il a créée. Donc ça veut dire qu'en fait, si c'est la performance la cause de nos problèmes, il y a peu de chances que la performance soit aussi la solution. Donc il faut prendre du recul, de nouveau, on prend du recul, c'est la phrase d'Eisenhower aussi. Eisenhower il disait, quand vous bloquez sur un problème, élargissez-le. Très puissant, ça, parce qu'en général, nous les humains, quand on bloque sur un problème, on le réduit, jusqu'à trouver un tout petit problème qu'on peut résoudre. Et comme ça, on génère des tas de problèmes ailleurs. Ça, c'est bon. Donc, élargissez-le. Quand vous bloquez sur un problème, élargissez-le. Alors, on va élargir. Alors, du coup, on va juste élargir, tout simple. On va prendre les rapports scientifiques au sérieux, quoi. On va endosser le fait scientifique. Que nous disent les scientifiques, de tous bords, c'est que le 21e siècle sera fluctuant. C'est la première chose à se poser, la première question à se poser au 21e siècle. Ça va tanguer de plus en plus fort. Donc, du coup, dans un monde qui devient très fluctuant, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà.
Toutes les autres questions sont secondaires, hein, vous voyez bien. Hein. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est une très grande question, hein, mais la solution, en fait, on l'a sous les yeux, hein, quand même. C'est ça qui est dingue, hein, c'est que les êtres vivants, ça fait des millions d'années qu'ils vivent dans un monde fluctuant. Et donc en fait, on peut de nouveau être terrien en regardant les terriens. Les êtres vivants, ils vivent avec des fluctuations depuis des millions d'années, donc ils ont en fait des solutions, des lois, des principes qui permettent de vivre dans un monde fluctuant. Et bien du coup, c'est la deuxième étape, c'est les nouveaux récits du vivant. Et j'insiste sur le mot nouveau parce que les biologistes, hein, comme tout le monde, on s'est fait avoir hein, par le dogme de la performance, hein, ou par le culte de la performance. Hein. En fait, pendant très longtemps, on a plaqué de la performance sur le vivant. Hein. Bon, bah, heureusement, depuis 20-30 ans, c'est en train de changer quand même pas mal. Ça, hein. Donc maintenant, on commence à avoir des approches nettement plus systémiques et plus intéressantes du vivant. Et donc c'est ça que je vais vous raconter. Alors, notamment, donc, quand dans les années 80, vous voyez un documentaire animalier, alors là, on était vraiment dans le cœur de la performance. Hein. En général, on résumait la vie des animaux à de la chasse. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces documentaires. C'est la partie spectaculaire, hein, et c'est la partie performante. Si vous voulez, c'est comme si on faisait un documentaire sur les pompiers, et puis qu'on les voyait en permanence en train d'arrêter du feu, quoi. D'arroser des feux, quoi. Bon, les pompiers, ils font pas que ça. Hein. Enfin, je ne sais pas s'il y a des pompiers dans la salle, mais enfin, vous allez confirmer, hein, ils sont pas tout le temps avec un arrosoir ou avec un tuyau pour arroser un feu, quoi. Hein. Ils font d'autres choses dans la vie, quoi. Bah, c'est pareil pour les lionnes. Hein. Les lionnes, elles sont pas tout le temps en train de chasser des animaux, quoi. Les lionnes, elles dorment, elles s'occupent de leurs petits, et puis même quand elles chassent, 95% du temps, elles ratent. Alors, bravo pour la performance. Hein. Vous voyez, c'est pas si performant que ça, en fait, quand on regarde bien. Et en fait, si on analyse ça de façon beaucoup plus systémique, et ben en fait, c'est vraiment très réjouissant, parce qu'en fait, on a un peu cette idée hein, que les êtres vivants, c'est la compétition permanente, hein, c'est la lecture très biaisée de Darwin. Hein. Alors, vraiment, je vous invite à lire Darwin dans le texte. Hein. Vous allez voir, Darwin n'a absolument pas raconté tout ce qu'on veut lui faire dire. Hein. C'était beaucoup plus nuancé. Hein. Mais du coup, bon, aujourd'hui, l'intérêt, c'est qu'on a maintenant des approches systémiques où on peut tout mettre en interaction, voir les réseaux du vivant dans leur globalité. Et qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve que ce qui domine dans les écosystèmes, ce n'est pas la compétition, c'est la coopération. Donc, les terriens font d'abord de la coopération. Et en fait, vous voyez, l'exemple, là, c'est dans un océan. Les océans, c'est des milieux extrêmement pauvres en ressources. Eh bien, les êtres vivants n'ont pas d'autre solution que de se serrer les coudes, hein, on peut le dire comme ça. Donc, ils font beaucoup de symbiose, quoi. Voilà. Donc en fait, il y a beaucoup plus de coopération que de compétition. La compétition, c'est l'anecdote hein, dans le monde vivant. Alors je peux vous le montrer avec, c'est la même idée, hein, mais avec un autre diagramme que je présente parfois. Donc ça, c'est une façon de montrer la voie moderne, hein, donc plutôt de la voie des humains. Donc nous, quand on a des problèmes, les humains, en fait, on tape dans une ressource et on obtient une solution. Donc vous savez, hein, par exemple, si vous voulez aller vite et loin, vous allez brûler du kérosène, prendre un avion, et vous aurez votre solution. Si ce soir vous voulez voir un film, vous allez peut-être brûler des métaux, de l'énergie, télécharger un film, et vous aurez votre solution. Bah ça, c'est voilà, problème, ressource, solution. C'est une façon de vivre sur Terre. Alors sur Terre, il n'y a que deux types d'organismes qui fonctionnent comme ça. Hein. Ce sont les humains et les parasites. Et c'est tout. Alors ce qui est plus intéressant, évidemment, hein, c'est de voir comment font tous les autres. Quoi. Alors tous les autres, en fait, ils font plutôt ça. En fait. Donc alors, les êtres vivants sur Terre, en général, ils ont aussi des problèmes. Hein. Enfin, c'est une façon de plaquer sur eux des problèmes. Ils ont des problèmes et du coup, quand ils ont des problèmes, ils passent plus de temps sur le problème. Hein. Ils laissent macérer un petit peu le problème et du coup, ça agrège des partenaires. Donc les P, là, ce sont des partenaires hétérogènes. Et en fait, ils vont trouver des chemins qui vont du problème à la solution via l'hétérogénéité des partenaires. Bon, ça, c'est les symbioses, hein, très clairement. Et des symbioses, il y en a partout, partout, partout. Vous êtes toutes et tous des symbioses ambulantes. Hein. Vous savez que vous trimballez 2 kilos de bactéries hein, dans votre corps. Hein. Donc nous sommes des écosystèmes ambulants, hein, et tout ça c'est nécessaire à notre vie. Si vous n'avez pas de bactéries, hein, par exemple, vous savez, on a plein de bactéries sur la peau. Hein. Dès qu'il pleut, vous allez voir, si vous enlevez les bactéries de votre peau, ça va se passer très mal. Hein. Vous allez avoir des rougeurs et ça va vraiment être assez majeur. Hein. Vos bactéries vous protègent. Hein. Alors du coup, bah, c'est ça le monde du vivant. En fait, c'est qu'on remplace l'abondance matérielle par l'abondance des interactions. Ici, dans ce monde-là, on fait beaucoup d'extraction, très peu d'interaction. Ici, on fait très peu d'extraction, beaucoup d'interaction. C'est deux modèles contraires. Ça, c'est adapté à un monde stable et abondant en ressources. Ça, c'est adapté à un monde instable en pénurie chronique de ressources. Donc ça veut dire que quand on bascule au XXIe siècle dans un monde très fluctuant, en fait, on va basculer vers le monde de la richesse des interactions. Et on va quitter le monde de la pauvreté des interactions. Donc vous voyez, le basculement vers le monde fluctuant, ce n'est pas une catastrophe. Hein. À vrai dire, il n'y a pas grand-chose à regretter du monde de la performance. Hein. Le monde de la performance est un monde extrêmement étroit.
où en fait on faisait très peu d'interactions. C'est le monde de l'autoroute, hein. Efficacité, efficience, c'est l'autoroute, hein. Alors vraiment, qui veut vivre sur une autoroute, hein? Enfin, je pose la question, hein. Enfin, peut-être que j'avais proposé, voilà, Quentin Dupieux devrait faire un film là-dessus. Je pense que ça serait typiquement le genre de scénario qu'il aimerait faire. Alors du coup, bon, ça c'est la partie plus coopération. Vous voyez, les êtres vivants coopèrent, mais il faut aller un cran plus loin pour vraiment comprendre comment ça marche. En fait, si on analyse les systèmes vivants, à toutes les échelles, hein, les réseaux moléculaires, les réseaux de gènes, les réseaux de neurones, les réseaux des écosystèmes, tous ces réseaux, en fait, on se rend compte d'une chose, et c'est ça la valeur clé de la biologie, c'est que en fait, les êtres vivants sont sélectionnés au cours de l'évolution sur leur capacité à être robustes. C'est la robustesse qui est sélectionnée au cours de l'évolution. Alors, je vais définir la robustesse. La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Maintenir le système stable malgré les fluctuations. C'est la définition physique de la robustesse. Et donc, en fait, si vous voulez avoir une image mentale, hein, c'est le roseau dans le vent, hein. Vous voyez, un roseau, c'est ni rigide, ni liquide, c'est un peu entre les deux, quoi. C'est une forme de souplesse, et c'est capable de gérer des fluctuations externes. Alors, cette robustesse, chez les êtres vivants, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand on analyse les êtres vivants, et qu'on essaie de comprendre comment ils arrivent à être si robustes, eh bien, en fait, on découvre que les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Alors ça, c'est vraiment assez génial, c'est-à-dire que les êtres vivants ne nous disent pas « on est comme vous, mais en plus on est robuste ». Ah non, ils disent « on est robuste et parce qu'on a un contre-modèle en fait à vous proposer ». C'est un contre-modèle. Alors du coup, allons-y. Donc qu'est-ce qu'on trouve, hein, dans les réseaux du vivant? Inefficacité, donc il n'y a pas d'objectif chez les êtres vivants. Essayez de suivre la trajectoire d'une mouche et tentez de trouver l'objectif. Vous allez voir, c'est quand même très compliqué. Pas beaucoup d'objectifs chez les êtres vivants. Beaucoup d'hétérogénéité, pensez à la biodiversité, voilà, c'est foisonnant. Beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de processus qui sont aléatoires chez les êtres vivants, qui dépendent vraiment du pur hasard. Ça, c'est tout un champ de la biologie qui s'appelle la biologie stochastique, qui n'étudie que les mécanismes aléatoires chez les êtres vivants. Il y en a vraiment énormément. Beaucoup de lenteur, beaucoup de délai. C'est notamment ce qui permet aux êtres vivants d'avoir des cycles qui se maintiennent. Un cycle, en fait, c'est une oscillation dans la durée, hein. Le cycle menstruel, le cycle cellulaire, le cycle circadien, c'est des oscillations. Et bien, pour maintenir des oscillations dans la durée, il faut activement maintenir un délai. Si vous réduisez le délai, ça va amortir l'oscillation et ça meurt, hein. Donc tant qu'on est vivant, on oscille. Et donc il faut des lenteurs, il faut des délais. Sinon, ça ne marche pas. Des redondances, ça c'est le plus facile, hein. Regardez un arbre, hein. C'est invraisemblable le nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre, hein. Voilà. Les êtres vivants sont extrêmement redondants. Comptez le nombre de globules rouges que vous avez dans le sang, hein. Voilà, c'est pareil, hein. Les bactéries, le nombre de molécules identiques qu'elles ont, hein. Beaucoup d'incohérences, donc il y a beaucoup de contradictions internes chez les êtres vivants. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a des facteurs qui activent et inhibent la même chose, hein. Donc en fait, ça veut dire que dans les réseaux de régulation, en fait, on trouve tout et son contraire, hein. Ça veut dire que si vous voulez une analogie humaine, hein, ce serait un conducteur qui aurait le pied sur le frein et l'accélérateur en même temps. Ben ça secoue, hein. Enfin, si vous avez déjà été dans la voiture d'un jeune conducteur, voilà, ça ressemble à ça, hein. En fait, c'est ça. Et en fait, de secouer comme ça fait une forme de souplesse interne, et c'est ça qui permet d'absorber les chocs extérieurs. Alors peut-être pas dans une voiture, hein, mais pour un être vivant, ça marche très très bien. Si vous voulez, le meilleur bouclier contre les fluctuations externes, c'est les fluctuations internes. Si on n'a aucune fluctuation à l'intérieur, on est rigide. Si on est rigide, on casse. Donc il ne faut pas être rigide. Pour ne pas être rigide, il faut des contradictions internes. Il faut que ça bouge un petit peu, quoi. Donc beaucoup d'incohérences. Et enfin, beaucoup d'inachèvement, parce que les êtres vivants sont inachevés, parce que quand ils sont achevés, ils sont morts. Voilà. Donc en fait, vous savez, hein, vos cellules sont plus jeunes que vous, hein. Ça c'est le grand classique. En fait, nous sommes des rivières de cellules, hein. Si on veut on peut le voir comme ça, quoi. Bon, donc en fait, quand on fait la liste, hein, ce sont que des contre-performances. Les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Ou si je vous le dis différemment, les êtres vivants ne sont pas parfaitement adaptés, ils sont d'abord adaptables. C'est le contraire, hein. Quand on est adapté, on s'est enferré dans une voie étroite. Quand on est adaptable, on a diversifié, on a exploré, on a expérimenté, quoi. C'est le contraire, hein. Alors du coup, je vais quand même vous montrer mon exemple favori de la température corporelle, qui est bien pratique parce que tout le monde peut se l'approprier, celui-là. Donc on est à 37 degrés, comme vous savez. Et puis, s'il y a un pathogène qui rentre dans votre corps, vous allez monter en température, hein. C'est la fièvre, 38, 39, 40 degrés. Et en fait, si on isole les protéines et les enzymes de votre corps, en fait, on va trouver que leur optimum d'activité n'est pas à 37 degrés. En général, il est à 40 degrés. Donc ça veut dire qu'à 37 degrés, votre corps, hein, votre métabolisme n'est pas au maximum de performance. Il n'est même pas à l'optimum de performance. Il est sous l'optimum de performance.
Donc ça veut dire que si on devait donner une note, hein, vous auriez 10 sur 20, quoi, hein. Enfin moi aussi, hein. C'est mention passable, quoi, hein. Voilà. C'est juste good enough, quoi. Voilà. C'est juste satisfaisant. Par contre, quand on a un pathogène qui rentre et qu'on commence à augmenter en température, alors là on augmente les performances. Notre métabolisme devient plus performant, notre système immunitaire devient plus performant. Et donc vous voyez le truc, c'est tout simple. À 37 degrés, on n'est pas très performant, mais suffisamment pour que ça tienne, hein. Et puis s'il y a un pathogène qui rentre, alors là on autorise une augmentation de performance pour décaniller le pathogène de passage. Et bien donc là on fait de la robustesse parce qu'on a gardé des marges de manœuvre. Donc on est robuste parce qu'on n'est pas très performant. Et là on est très performant, mais par contre très fragile. On peut pas rester plus de 3 jours, hein, à 40 degrés. Après c'est mortel, hein. 3 jours en continu à 40 degrés, on meurt, hein. Donc du coup on est obligé de revenir à 37 degrés après. Là en fait les protéines se dénaturent, hein, on fait un burn-out moléculaire, hein. On ne peut pas rester comme ça éternellement. Donc ça c'est la température corporelle, mais il y en a plein d'autres, hein. Pensez aux animaux qui hibernent en hiver, hein. Voilà, les animaux qui hibernent en hiver, ils réduisent leur température, ils passent en vie ralentie, donc ils laissent passer la fluctuation, et puis ils se réveillent au printemps, quoi. Donc ils ne répondent pas aux fluctuations en augmentant la performance. Au contraire, ils baissent la performance. Donc en fait, on n'arrête pas d'avoir des exemples comme ça dans le monde vivant où finalement les êtres vivants se construisent sur les fluctuations. Ils n'évitent pas les fluctuations, ils se construisent dessus. Voilà. Donc ils construisent leur robustesse grâce aux fluctuations. Ok, bon, il y en a des milliers d'exemples, hein, comme ça, et c'est toujours pareil, hein. On baisse la performance pour garder des marges de manœuvre, pour ajouter du jeu dans les rouages, et c'est ça qui permet aux êtres vivants d'être robustes. Alors, je vais sortir de la biologie parce qu'évidemment, on va plutôt parler de société ce soir. En fait, ce qui est intéressant avec cette histoire-là, ce compromis entre performance et robustesse, c'est que ça nous permet en fait, d'éclairer le monde qui vient. Et ben, le monde qui vient, en fait, là, c'est alors le monde qui est venu jusque-là, c'est un progrès qui est défini par des gains de performance. Ça fait 10 000 ans, depuis qu'on a inventé l'agriculture, finalement, donc 10 000 ans à peu près, en tout cas pour nous, société occidentale, que le progrès est défini par des incréments de performance. On a augmenté la performance des individus, des collectifs, des technologies, et à chaque fois, le progrès, c'était l'augmentation des performances. Alors aujourd'hui, c'est très clair, on est dans cette courbe en cloche, là. En fait, plus on augmente la performance, et plus la viabilité de l'humanité sur Terre est menacée. Parce qu'en fait, on est en train de scier la branche sur laquelle on est, on est en train de détruire notre habitat terrestre, on est en train de dégrader notre habitat terrestre. Donc plus on augmente les performances, et plus on détruit notre habitat. Donc en fait, plus on augmente les performances, et moins notre viabilité est tenable, moins nous sommes robustes, quoi. Donc c'est très clair, le futur du progrès ne sera pas des gains de performance. C'est physiquement impossible, à moins de faire un suicide collectif. Et là, donc là, c'est vraiment la secte. Mais du coup, bon, c'est pas le plus probable, mais très clairement. Donc du coup, c'est quoi le futur du progrès ? En fait, c'est simple. Il faut changer d'axe. Le futur du progrès, dans un monde qui devient de plus en plus fluctuant, ce sera des gains de robustesse. On n'aura pas le choix. Face aux fluctuations, il n'y a qu'une seule réponse. C'est la définition de la robustesse. La robustesse, maintenir le système stable malgré les fluctuations, c'est la réponse opérationnelle à un monde fluctuant. Et donc là, les êtres vivants l'ont bien compris depuis des millions d'années, quoi. Donc en fait, eux, ils ont augmenté la robustesse. Alors nous, c'est un changement copernicien. Parce que ça fait 10 000 ans qu'on augmente les performances. Là, ça devient contre-productif, donc il va falloir basculer vers un monde où on augmente la robustesse. Alors, comme ça peut paraître très pragmatique. Dans un monde fluctuant, on fait de la robustesse. Est-ce que c'est crédible ? Parce qu'on est quand même un peu en roue libre dans la performance, encore en ce moment. Enfin, je vous ai donné quelques exemples. On voit bien qu'on est encore bien drogué à la performance. Est-ce que c'est possible, comme ça, de basculer, après 10 000 ans de performance, dans la robustesse ? Enfin bon, évidemment, c'est un équilibre. C'est pas 100% performance, 100% robustesse. C'est un rééquilibrage. Est-ce que c'est crédible ? Alors du coup, je vais vous donner une analogie qui permet de comprendre comment ça peut se passer. Alors c'est les nuées d'oiseaux qui peut un petit peu expliquer comment un système peut basculer. Un système, n'importe quel système en fait. Donc là vous avez une nuée d'oiseaux, donc une nuée des tourneaux par exemple, et ce qu'on voit en fait c'est très beau en fait, c'est des mouvements comme ça là, avec plein d'individus qui basculent à droite, à gauche, etc. Et on peut se demander qui décide d'aller à droite ou à gauche. Alors c'est très simple, ce sont toujours les oiseaux à la périphérie. Qui décide ? Parce que les oiseaux à la périphérie, ce sont eux qui sont exposés aux fluctuations du monde. C'est les premiers, c'est eux qui ont les signaux faibles d'abord. Donc eux, ils sont exposés aux fluctuations du monde, et donc du coup, ils prennent les signaux et ils bifurquent. Les oiseaux qui sont au cœur de la nuée, eux, ils sont aveugles au monde. Ils ne voient que les oiseaux voisins. Et donc, ils n'ont aucun rôle décisionnaire. Ils ne font que suivre ce qui se passe à la périphérie.
Et donc ça, ce qui est vrai pour une nuée d'oiseaux, vous voyez, c'est le titre, hein, tous les systèmes basculent par les marges. C'est vrai pour une nuée d'oiseaux, c'est vrai pour un banc de poissons, mais c'est vrai pour les empires hein, aussi. Hein. Les empires, la plupart des empires ont basculé par un événement qui s'est passé à la périphérie de l'empire. Donc en fait, c'est une règle générale des systèmes. Les systèmes, en général, basculent par leur périphérie. Parce que la périphérie, c'est celle qui est en avance, qui perçoit les fluctuations du monde. Et donc ça veut dire que si on veut voir le basculement de la performance à la robustesse, il ne faut pas aller voir Total, McKinsey ou le gouvernement français. Ça, c'est le vieux monde faisandé de la performance. Il n'y a pas plus grand-chose à en tirer. Quoi. Donc en fait, il faudrait plutôt regarder la périphérie. Parce que dans la périphérie, alors là, c'est beaucoup plus fertile. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on regarde la périphérie, eh ben, on voit des initiatives robustes qui sont déjà bien installées. En fait, on a déjà basculé. Donc ce n'est pas du tout une utopie, ce que je vous montre. C'est qu'on est en train de basculer maintenant. Et je ne vous aurais pas dit ça il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on n'avait pas encore basculé. Aujourd'hui, on a basculé. Si on regarde les périphéries, et ça se propage très très vite. Ça contamine le cœur vraiment très rapidement. Alors du coup, c'est ça la troisième étape. On va s'inspirer. Parce que ça, c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, c'est très joyeux. Vous voyez, la robustesse, c'est que non seulement c'est pragmatique, c'est plus joyeux parce que c'est de la richesse d'interaction, et en plus, c'est le sens de l'histoire. Et en fait, on voit que c'est en train d'apparaître autour de nous. Alors, des exemples rapides, il ne faut pas que je sois trop long. Sur l'agriculture, ce qu'on voit en fait émerger, c'est l'agroécologie. Alors vous allez me dire, oui, mais dans les médias, on n'arrête pas de parler de la crise du bio, etc. Alors oui, il y a une crise du bio en ce moment, mais regardez sur 20 ans. Sur 20 ans, l'agroécologie a explosé. C'est ça qui se passe, hein. La tendance longue, c'est ça. Donc ça fait des petites oscillations, mais ça va dans le sens d'une augmentation de l'agroécologie. Un petit paysan qui démarre une exploitation aujourd'hui, c'est beaucoup trop cher de faire de l'agriculture intensive. C'est intenable. Donc en fait, il ou elle, hein, évidemment, est obligé de démarrer en agroécologie. Il faut que ces parcelles soient autonomes, qu'elles consomment moins d'eau, qu'elles consomment moins d'engrais, moins de pesticides. Et donc il fait de l'agroécologie, il n'y a pas le choix. Et donc en fait, quand on fait ça, en fait, pour l'agriculture, eh ben, c'est une inversion, en fait, ce qui se passe. Dans le monde de la performance, on exploitait les écosystèmes pour augmenter la production. Et ben, dans le monde de la robustesse, on fait l'inverse. On se demande comment la production peut nourrir les écosystèmes. Donc ça veut dire que dans ce monde de la robustesse, en fait, le paysan, il ne fait pas que du rendement en grains. Il fait aussi de l'hygrométrie de ses sols, des insectes auxiliaires. S'il a des mélanges variétaux, il les mélange avec ses voisins paysans. Et c'est toujours pareil. Hein. Ça, c'est le monde de la richesse des interactions. Ça, c'était le monde de la pauvreté des interactions. C'était de l'agriculture de sous-traitants, hein, finalement. Ça, c'est des vrais paysans. Vraiment, ils s'occupent de leur pays, quoi. Alors ça, c'est l'agriculture. Donc bon, alors vous allez me dire c'est presque trop facile parce que c'est des êtres vivants. Donc évidemment que ça marche, hein. C'est plus robuste, quoi. Et donc ça, maintenant, c'est bien démontré scientifiquement, socialement, on voit que ça se développe beaucoup. Alors, autre exemple à la périphérie de la bascule vers la robustesse. C'est le tout réparable. Le tout réparable, ça tout le monde peut s'en rendre compte. Hein. Il y a 20 ans, le réparable, c'était un atelier de réparation de vélos en ville, quoi. C'était à peu près tout. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule entreprise qui ne s'occupe pas de la réparabilité de ses produits. Il y a vraiment une myriade d'exemples, hein, mais c'est vraiment dingue. Hein. Donc là, voilà, Royal Maire, c'est des pulls garantis à vie. Les jeans 1083, c'est pareil. Brezelex, c'est une boîte qui fait de l'électronique réparable pour les engins agricoles. Ils existent depuis les années 70. Hein. Alors pendant 40 ans, ils ont un peu traversé le désert, hein, quand même, hein, parce que c'était compliqué de faire de l'électronique réparable pour le monde agricole. Aujourd'hui, hein, ils ont ouvert des succursales aux États-Unis et en Australie. Hein. Une petite boîte bretonne qui fait de la réparation d'électronique. Vous voyez le monde dans lequel on est, hein, quand même. Hein, ça dit des choses, hein, quand même. Bon, il y en a plein d'autres, hein, des exemples. Hein. Il y a Maubion, la ressourcerie namuroise, hein, pas très loin de chez vous. Voilà. Il y en a vraiment plein, hein, voilà, d'Artic et d'Artimax, Michelin qui vend des pneus au kilomètre. Enfin, en gros, toutes les boîtes sont en train de basculer de l'économie propriétaire à l'économie de l'usage. Alors, c'est parfois très cosmétique, mais c'est le sens de l'histoire. Hein, ça. En fait, on est en train de sortir du monde propriétaire, hein, un peu capitaliste, si vous voulez, au sens vraiment ras des pâquerettes du terme, vers quelque chose qui est beaucoup plus riche, en fait. Hein. Et ça, c'est la bonne réponse à l'obsolescence programmée, hein, évidemment. Si on fait des objets réparables, il n'y a vraiment plus aucune raison de faire du jetable. Hein. Enfin, par définition, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est la bonne réponse. Hein. Donc là, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dessus. Alors, je voudrais juste vous partager un exemple, parce que c'est notamment pour les inondations. Et je sais que voilà, dans la région, enfin plutôt dans le Pas-de-Calais, mais bon, dans le Nord, il y a quand même eu pas mal d'inondations.
Ici, alors ce qui me plaît bien, c'est que c'est paru au journal de France 2. Donc là, vous voyez, on n'est plus très loin du cœur du système. Alors, je ne suis pas encore à CNews et BFM TV, je ne suis quand même pas maso à ce point-là, mais bon, quand même, voir de temps en temps ce qui se passe dans les médias mainstream, en fait, c'est intéressant pour voir à quel point on est en train de contaminer le cœur du système. Ben là, en fait, Saint-Martin-d'Auxigny, voilà, un exemple bien pratique, parce que c'était un village qui avait une rivière qu'on avait remembrée, enfin un territoire qu'on avait remembré, qu'on avait canalisé la rivière pour faire une grande parcelle agricole. Donc ça, c'est de la performance, de la rationalité. Donc ça, bah oui, pourquoi pas, ça fait de la performance, sauf que quand il pleut, d'avoir une rivière canalisée, ça envoie surtout l'eau très rapidement dans la ville. Et du coup, ça inonde. Alors ils se sont fait inonder une fois, 2 fois, 10 fois, et puis après, ils ont fini par se dire, on va changer les choses. Et donc, ils ont retracé une rivière avec des lacets. Donc, ils ont reméandré leur rivière. Ça, ce que ça fait, c'est que ça ralentit la rivière. Donc, on a désoptimisé le paysage. Et ce qui se passe, c'est que quand il pleut beaucoup, et du coup, la rivière qui est ralentie, elle inonde le champ, là, et elle inonde plus la ville. Donc, on a désoptimisé le paysage pour gagner en robustesse. Donc, pour pouvoir gérer des fluctuations. Donc, ce qui me plaît bien, c'est que ça, non seulement ça existe, mais en plus, ça passe au journal de France 2. Donc là, vous voyez, on commence à rentrer vers le cœur du système. Les oiseaux de la périphérie commencent à attaquer le cœur, quoi. Et juste pour aller jusqu'au bout, aujourd'hui, ça ils l'ont fait avec des tractopelles. Aujourd'hui, on pourrait engager une boîte qui est localisée à Valence et qui fait la même chose avec des castors. Vous voyez dans quel monde on est quand même, c'est complètement dingue, quand même. C'est vraiment, voilà, ça va assez loin, la robustesse. Alors du coup, qu'est-ce que ça change tout ça? Ça change plein de choses, donc vous avez déjà vu le modèle économique, économie propriétaire vers économie de l'usage, et puis aussi ça change ce que c'est qu'un ingénieur. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui, dans le monde de la performance, faisait des incréments de performance via des délégations techniques distantes. Parce que ça, c'est une définition qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est grosso modo ça le cœur du métier d'un ingénieur dans le monde de la performance. Dans le monde de la robustesse, les ingénieurs, ils ont exactement les mêmes savoirs scientifiques, c'est juste le sens des technologies qui change. Un ingénieur, une ingénieure, ce qu'ils font, c'est de la technodiversité. Ça veut dire que l'idée, c'est pas de faire la meilleure technologie, c'est faire des technologies robustes. Il faut qu'il y ait un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Voilà. Si c'est fluctuant, il faut qu'il y ait un couteau suisse, forcément. Et puis en plus, ce qu'on vise, c'est l'autonomie technique des citoyens. Donc on est vraiment à des années-lumière de ça, c'est presque le contraire. C'est plus la solution la plus performante avec une distance accrue des citoyens, c'est l'inverse. Plein de solutions près des citoyens. Et vous voyez, le truc aussi, c'est que souvent on associe les écolos avec de la technophobie. Les amis chez la bougie, pour le dire rapidement. Alors, il ne faut pas se tromper. Ceux qui sont technophobes, c'est les performants. Il faut juste réfléchir 2 secondes. Les ultra-performants, les performants, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Ils nous proposent des solutions de plus en plus performantes. Et chaque fois qu'il y a une solution plus performante, elle écrase les technologies plus anciennes. Ça, c'est technophobe, littéralement. Et en plus, à chaque fois, ça éloigne les citoyens de la technologie. C'est doublement technophobe. C'est le monde de la performance qui est technophobe. Dans le monde de la robustesse, quand on a une nouvelle technologie et qu'elle est robuste, on la garde. Par exemple, l'impression 3D pour faire de la réparation à vie des objets, on garde. Mais par contre, c'est pas pour ça qu'on arrête de faire des maisons en terre crue. On garde aussi, parce que c'est aussi robuste. Et en plus, ce qu'on veut, c'est que les citoyens mettent la main à la pâte. C'est-à-dire que les citoyens, alors pas forcément individuellement, mais à l'échelle d'un collectif, avec une entreprise locale, à l'échelle d'une région, d'un pays, on soit capable de réparer, d'adapter, de se réapproprier des technologies. Ça, c'est technophile, au sens premier du terme. C'est doublement technophile, les technologies et le lien avec les citoyens. Donc, il ne faut pas se faire avoir. La technophobie, c'est le monde de la performance. Je termine avec les coopérations, parce que ça aussi, c'est ce qu'on voit à la périphérie. En fait, on voit de plus en plus de citoyens qui s'organisent en coopératives. Donc, il y a évidemment l'habitat participatif, mais il y a plein d'autres systèmes. Les SCOP, les coopératives, les conventions citoyennes des étudiants, les conventions des entreprises pour le climat. Tout ça, c'est des conventions. En fait, c'est à chaque fois des systèmes plus lents, plus hétérogènes, plus incohérents, mais qui produisent des propositions en fait, plus ambitieuses, plus transformatrices que ce qu'auraient fait soit des experts très performants, soit des députés très légitimes. En fait, là, c'est
exactement entre les deux. Et en fait, ça donne des choses beaucoup plus robustes, quoi. Donc ça, je pense qu'on va en discuter après, mais il y a énormément de choses, hein. Et alors, notamment en France, hein, vous savez qu'on est un peu les champions des associations, hein, on a vraiment énormément de tissus associatifs en France. Ça, c'est une vraie chance. Ça, c'est le premier kilomètre de la démocratie, hein, quand même, hein, l'association. Hein. Donc ça, c'est quand même une grande chance. Et alors du coup, juste si je dois le résumer avec une diapo, hein, c'est quoi le secret, hein, finalement, un secret de la coopération et dans ce monde robuste? C'est un changement de posture, notamment pour les décideurs. Hein. Un décideur qui est dans le monde de la performance, c'est un meneur qui est au service du pouvoir. C'est quelqu'un qui dit « je veux et je sais comment faire ». Donc là, vous voyez, ça peut marcher. Oui, enfin, je pense qu'on a tous des idées de personnes qui pensent comme ça. Hein. Voilà, donc je veux, je sais comment faire. Hein. C'est un peu jupitérien, si vous voulez. Bon, quand on est comme ça, en fait, on exclut tout le monde. Hein. Très clairement. Hein. Je veux, je sais comment faire. Personne n'a droit de parole. Hein. Donc ça, c'est pas très grave. En fait, dans un monde plein de ressources stables, pourquoi pas, quoi. À la limite, si le décideur se plante, c'est pas grave, parce que de toute façon, il y a plein de ressources à côté. Donc, c'est pas trop grave, quoi. Alors, dans un monde instable et en pénurie chronique de ressources, ça, c'est vraiment, il ne faut surtout pas faire ça. Hein. Donc, du coup, dans un monde comme ça, instable, en pénurie chronique de ressources, le décideur, ça devient un facilitateur au service de la puissance. Donc, ça veut dire que c'est un facilitateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit « j'ai envie et je ne sais pas comment faire ». Donc, en fait, il va créer du « nous ». En fait, quand on dit « j'ai envie », je crée du désir, mais je ne sais pas comment faire, je mets le manque au milieu de la table. Et si j'ai du manque, alors là, ça va mobiliser un collectif, ça va fédérer. C'est par le manque qu'on fédère, hein, parce que justement, voilà, ça stimule l'action, quoi. Vous savez, on se met en mouvement, pour se mettre en mouvement, il faut être bancal. Hein. C'est la même chose, hein, quand on marche, on n'arrête pas de chuter, quoi. C'est la même chose, là. C'est par le manque qu'on crée un mouvement. Ça, c'est typiquement une action qui va vers la robustesse grâce à une contre-performance. En fait, on se met en défaut quand on est un décideur. Et ça, c'est quand même nettement plus joyeux, quoi, en fait, hein, parce que tout de suite, on appelle au collectif, à la richesse des interactions. Alors que là, c'était le monde de la pauvreté des interactions. Ok, je vais m'arrêter là pour qu'on ait un peu de temps pour discuter. Si vous voulez creuser un peu plus, vu qu'on est dans une médiathèque, vous allez certainement trouver de la lecture dans le coin. Le petit tract Antidote occulte de la performance qui résume ce que je vous ai raconté là, mais en 60 pages, c'est un texte d'intervention, je l'ai écrit vraiment pour intervenir. Ça, c'est plus un texte de réflexion, c'est la même chose, mais avec 300 pages, 500 références, donc c'est un peu un autre, voilà, un autre contenu. Ça, c'est plutôt sur la polarisation sociale, on pourra éventuellement en parler tout à l'heure. Le manifeste pour une santé commune avec les collègues de l'Institut Michel Serres, c'est plutôt une méthode pour aller vers la robustesse. Il y a un MOOC, il y a des conférences en ligne, et puis vous pouvez faire un tour sur le site de l'Institut Michel Serres, institutmichelserres.fr. Il y a plein de ressources, notamment un onglet qui s'appelle « S'impliquer », avec les premiers pas, des formations. Pas très loin de chez vous, là, il y a larobustesse.org, hein, par exemple, une très très bonne formation. D'ailleurs, certaines ont participé dans cette audience. Voilà, je vous remercie, et puis on passe à la suite. Merci Olivier. Je voudrais prendre un petit temps pour vous présenter aussi ce qu'on essaie de bricoler à Roubaix. Est-ce que c'est de la robustesse? Est-ce que, voilà, tu nous diras ton point de vue, puis comment on fait une société plus robuste aujourd'hui en partant de Roubaix? On est un peu dans la périphérie, donc peut-être qu'on peut y arriver. Mais bon, voilà, moi la question qui était... alors, on a essayé de faire Roubaix en transition, il y a aussi Tourcoing en transition. Voilà, on a été intéressé par le prof de permaculture là, anglais, Rob Hopkins, qui dit, voilà, dérèglement climatique, comment on fait des communautés locales résilientes, on relocalise nos échanges, et puis on y va. Et donc, on s'est un peu connecté là-dessus, et puis on a été aussi inspiré par les collapsologues. Donc, à un moment donné, un mec comme Pablo Servigne nous oblige à penser qu'il peut y avoir un effondrement. Moi, j'étais avant toujours en disant il faut éviter l'effondrement, jamais il y aura d'effondrement. Sinon on est foutu. Et lui, moi, ce qui m'a apporté, c'était comment tout peut s'effondrer, son bouquin, et justement de commencer à dire mais comment on réagit en situation de stress et de fluctuation. Et donc lui, sa proposition, c'était, alors la coopération, lui, parlait de l'entraide. Donc en faisant référence à Kropotkin, qui était un peu un contemporain, je pense, de Darwin, et qui avait écrit qu'en fait, dans tous les règnes animaux, etc., c'était l'entraide qui dominait dans la sélection des espèces plutôt que la loi du plus fort.
Et donc, on est parti de là et on a bricolé des choses ici à Roubaix. Voilà, on a obtenu une friche industrielle et on essaie de faire une ferme urbaine. On a fait une coopérative qui est un tiers-lieu de la transition qui s'appelle Baraka. On a ouvert un groupement d'achat circuit court, il y a Anne qui est là, qui s'appelle El Caget, on a 400 familles qui essaient de bouffer localement, tout ça. Et nous, Université Populaire, on essaie de réfléchir comment on peut penser une politique de l'effondrement, c'est-à-dire quelque chose qui nous prépare à résister. Et donc, on a essayé de réfléchir ça. Et on l'a appelé économie de l'entraide, parce que politique de l'effondrement, c'est deux gros mots pour la plupart des gens. Politique, effondrement, ça va pas. Économie, ça c'est cool. Et entraide, bah, c'est aussi, ça passe bien, les gens pigent bien dans les quartiers. Dans une ville comme Roubaix, il y a déjà plein de gens qui sont dans des systèmes d'entraide et de démerde. Et donc, il y a déjà de la richesse, peut-être plus qu'ailleurs. Et donc, la question qu'on se pose aussi, c'est comment on arrive à produire un changement culturel extrêmement rapidement. Parce qu'en fait, la question aujourd'hui, c'est la question du temps. C'est qu'on n'a pas 3 générations pour... Donc comment on allie entraide, ta robustesse, pour que la société bascule. Et donc c'est cette question-là, moi, qui me taraude. Cet été, moi, c'était pas le choix du Premier ministre. J'ai vu un article sur une étude qui montre qu'en fait, le puits de carbone terrestre, en 2023, on a observé que s'était effondré des 4/5e. Et donc, à cause des incendies, des disparitions de tout le couvert végétal. Et donc, les scientifiques, dans cet article, disaient, mais tous les modèles ne sont pas basés là-dessus. Donc, ça remet en cause tous les trucs du GIEC et compagnie, si les puits de carbone terrestre ne fonctionnent plus. Et donc, je me dis, il y a une urgence, il faut vraiment qu'on bifurque. Et comment on arrive à engager la société dans une économie de l'entraide. Donc moi, c'est notre recherche de comment on peut faire. Il y avait un autre penseur, Alain Caillé, qui disait, mais en fait, les scientifiques nous disent qu'il faut faire un changement radical de mode de vie. Mais le problème, c'est que la radicalité, ça peut être de la violence, c'est difficile à mener. Et donc, c'est un philosophe, là, Alain Caillé, qui dit qu'il faut faire du modérantisme radical. Je trouvais ça assez rigolo. Donc, en fait, mais je crois que c'est assez juste dans le sens où comment on transforme nos modes de vie de manière relativement radicale pour que les gens autour de nous puissent se projeter et dire « mais moi, je pourrais le faire aussi ». Donc on réfléchit à des choses comme ça, par exemple dans un projet d'habitat partagé HELP, l'habitat écologique léger partagé qu'on voudrait construire en ville, proche de la ferme. On aimerait montrer justement comment on sort de l'industrie de la construction, comment on arrive à en partie autoconstruire, et puis comment on arrive à partager vraiment, mutualiser des services, réduire notre empreinte écologique au maximum. Et donc, voilà, moi je crois que c'est ces questions-là que nous, on réfléchit. La question, pour moi, c'est la question du temps. C'est-à-dire quelle stratégie on a. Alors, il y a aussi l'idée de dire, bon, par en haut, ça va être compliqué. Les politiques sont dans la performance. Enfin, même si tu dis qu'il y a on est encore loin du compte. Donc, c'est comment on fait apparaître... des paroles politiques, des territoires dans lesquels il y a la constellation des expérimentations en fait, de collectifs de gens qui bifurquent, qui montrent une autre façon de vivre dans la sobriété et qui montrent qu'on peut vivre avec moins et être plus libre, plus heureux, plus tout ce qu'on veut, plus en lien avec les autres. Et donc, moi je reprenais l'idée des mouvements de non-violence, de lutte non-violente, qui disent quand un mouvement s'engage, s'il y a 3,5% de la population qui s'engage, ça peut faire un basculement dans la société. Et donc, voilà, comme peut-être la périphérie des étourneaux, là, à un moment donné, ils arrivent à faire bouger tous ceux qui sont encore trop dans l'échange marchand. Eux, ils bougeront pas. Voilà. Par contre, les gens qui sont déjà un peu sortis du système marchand, peut-être que voilà, si on est à 3,5%, on peut peut-être basculer ça. La réflexion aussi, c'est comment on passe... Enfin, l'entraide, c'est aussi la parole, c'est aussi le politique, c'est-à-dire la réflexion politique. On a perdu nos savoirs politiques. On a fondé l'UPC
sur ce constat-là, c'est qu'il n'y avait plus de lieu de débat politique dans cette ville. En fait, l'économie a tout pris, a tout bouffé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie nous a dit « vous occupez de rien, il y a une telle abondance, et donc il y aura toujours, on trouvera toutes les solutions en produisant plus, en fait. Alors aujourd'hui, on est rattrapé par la question de la biodiversité et du dérèglement climatique, mais au nom de la justice sociale aussi, on a organisé le monde de manière raciale, et il y a des inégalités énormes avec le Sud et entre le Sud et le Nord. Tout ça, ça a été fait aussi au nom de la prospérité de tout le monde. Et donc, voilà. Et je voulais finir cette intervention, parce que j'ai lu Caroline Carlson, là, qui dit un truc, parce que dans une interview au Monde, elle a été patronne du Ballet du Nord, là. C'est une danseuse américaine, voilà. Et elle dit on a posé la question à un moine bouddhiste, est-ce que vous avez peur de mourir? On lui a demandé, et il a répondu non, j'ai peur de vivre, ou plutôt j'ai peur de ne pas vivre bien. Et je crois que c'est ça, la motivation, c'est comment, même si on n'arrivera pas forcément à changer le monde, mais au moins qu'on essaye de vivre bien, c'est-à-dire sans bouffer l'oxygène de tout le vivant qui est autour de nous. Et c'est déjà une motivation, je trouve, importante. Voilà ce que je voulais livrer et avoir ton point de vue, mais aussi comment on arrive à bouleverser l'échiquier. Est-ce que tu as des... Voilà, c'est tout. Merci. Ouais. Bravo. C'est des grandes questions. Hein. Alors, moi, je vais le dire peut-être un peu trop de façon trop à la serpe. Hein. Quand on manque de temps, il faut se reconnecter à l'espace. C'est très mathématique, ça. Hein. Mais en fait, le piège, hein, c'est quand dans l'urgence, s'il y a urgence, le risque, c'est de tomber dans le piège de la performance, d'aller encore plus vite. Du coup, on réfléchit encore moins, et du coup, on fait des usines de capture directe du CO2 en Islande. Hein. Enfin, je ne reviens pas, mais c'est exactement ça. Hein. En fait, donc, quand il y a urgence, il faut densifier les interactions avec son territoire. C'est aussi bête que ça. Hein. C'est exactement ce que font les êtres vivants. Hein. En fait, dès qu'il y a eu un problème radical, ça multiplie les interactions. Je vais vous donner un exemple même encore plus simple. Je prends beaucoup le TGV, beaucoup le train. Et en fait, quand vous êtes dans le TGV, quand tout se passe bien, en fait, tout le monde est dans son ordi. Hein. Voilà, c'est un grand bureau, hein, en fait, le TGV. Hein. C'est devenu un grand bureau. Hein. Bon, tout le monde est dans son silo. Voilà, c'est plutôt, c'est pas vraiment la compétition, mais c'est plutôt la performance. Hein. Tout le monde, voilà, et moi compris, hein, d'ailleurs, je suis à fond dans mon truc. Bon, si le train s'arrête en pleine voie, et puis qu'il n'y a pas trop de communication, et que ça dure... là, on commence à regarder autour de nous, on commence à parler avec son voisin, et voilà, on s'est reconnecté avec son espace. Donc en fait, c'est vraiment ancré en nous. Hein. C'est que quand il y a urgence, on se reconnecte avec son espace. Donc, première chose que je pourrais dire, c'est que quand il y a urgence, c'est pas une fatalité. C'est juste que c'est une autre façon de voir les choses. En fait, quand on est dans la performance, on est obnubilé par le temps. Quand on est dans la robustesse, on est obnubilé par l'espace. Vous savez, c'est même, si je dois faire une analogie avec... le monde, les récits de l'imaginaire, hein, c'est plutôt le style heroic fantasy, hein, la fantasy, hein, alors c'est pas quelque chose que je lis beaucoup, mais les Tolkien, tout ça. Là. En fait, c'est des romans, des récits qui sont très très loin dans le passé, hein, dans une sorte de Moyen-Âge un peu fantasmé, quoi. Mais alors du coup, il n'y a plus de temps en fait dans ces récits-là. Hein. Raphaël Reynaud a fait une thèse, enfin est en train de faire une thèse là-dessus. Là. En fait, il n'y a plus de temps, et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Les humains, ils parlent aux dragons, quoi. Hein. Tout le monde se parle, en fait, ça interagit dans tous les sens. En fait, ce sont des récits écocentriques. Ce sont des récits où c'est les interactions avec le milieu qui dominent sur le temps. D'ailleurs, quand vous regardez bien, c'est que des quêtes qui prennent un temps incroyable, c'est d'une lenteur incroyable. Donc en fait, c'est plus du tout le temps, hein, le récit, quoi, le ressort narratif, hein, c'est l'espace. En fait, on va plutôt rentrer dans ce monde-là. Dans un monde fluctuant, on va se reconnecter à l'espace. Alors bon, ça c'est un petit peu général, mais c'est quand même une première chose. Hein, c'est en fait cartographier votre territoire. Quels sont vos liens à l'eau, à l'énergie, à vos ressources, à la culture ? Tout ça, là, c'est la première chose à faire, hein, cartographier. Alors, c'est pas dans une stratégie survivaliste, hein. Vous voyez bien la nuance, hein, c'est que si c'est survivaliste, vous allez faire de l'autonomie radicale, performante, très, très fragile. Hein. C'est presque le contraire du survivalisme. Hein. C'est plutôt alimenter l'autonomie locale en multipliant aussi les interactions avec les autres acteurs. Hein. Donc là, je vous renvoie à Elinor Ostrom, La gouvernance des biens communs.
Elle a étudié les communs qui ont traversé les siècles, hein, comme des rizières, comme des parcelles de haute montagne. C'est ça la solution, hein. C'est faire de l'autonomie locale hyper connectée aux autres territoires. Donc ça c'est voilà, la relation à l'espace. Alors sur le côté politique des choses, c'est vrai qu'avec mon histoire de nuée d'oiseaux, je n'aurais pas donné l'impression que tout ça c'est dépolitisé, hein, qu'en fait on est un peu des flocons de neige dans une avalanche, hein, que du coup tout va basculer, et que finalement on n'a rien à faire, voilà, ça va basculer, donc de toute façon il n'y a pas de choix. Alors ça va basculer, hein, ça c'est sûr, mais par contre c'est pas pour ça qu'on n'a pas de responsabilité, et surtout quand on a des responsabilités. Donc quand on a des responsabilités, la première chose à identifier, c'est d'être au courant du monde qui vient, du monde fluctuant qui vient, et du coup de prendre des décisions en conséquence. Mais ça veut dire aussi que nous, les citoyens, il faut qu'on identifie les zones où on a des leviers. Donc dans un monde qui bascule, les marges qui sont déjà très robustes, qui sont déjà très fortement dans l'entraide, finalement, on peut contribuer, hein, ça c'est très bien, mais c'est déjà bien avancé, quoi. Donc finalement, c'est pas là qu'on va avoir des transformations très fortes, parce que c'est déjà dans le monde d'après. Donc ça, c'est une zone très fertile, très inspirante, mais qui a déjà basculé finalement. Alors à l'opposé, il y a le cœur du système, donc ce que je disais là, Total, McKinsey et compagnie, là, très performant. Alors ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une zone pathogène, hein, c'est ce que dit Laurent Marceau dans ses conférences. Zone pathogène, c'est une zone où en fait, quelle que soit l'énergie qu'on déploie, il n'y a rien qui va se passer. Donc par exemple, le gouvernement de Michel Barnier, c'est une zone pathogène. Il n'y a rien qui va se passer, hein, c'est très clair. Enfin, j'ai pas écouté son discours là, mais bon, j'imagine. Bon, donc du coup, c'est pas la peine de dépenser de l'énergie là-dedans. Donc du coup, en fait, là où il faut dépenser de l'énergie, c'est exactement entre les deux. C'est des interstices où en fait, il y a du trouble. Il y a des collectifs qui se posent des questions, il y a des gens qui sortent de burn-out, il y a tout un ensemble de populations, des gens qui se posent des questions sur leur métier, sur leurs activités. C'est là qu'il faut monter en échelle, hein. Enfin, je veux dire, en termes de responsabilité politique, individuelle, citoyenne, c'est là qu'il faut jouer. Et du coup, ça veut dire, d'un point de vue vraiment très pragmatique, c'est qu'au niveau politique, ça ne va pas se jouer au niveau national. Parce qu'en effet, alors, j'en ai rencontré quelques-uns au niveau national, c'est des gens qui ont la balance commerciale dans les yeux, hein. C'est l'économique à tout prix, hein. Donc ils ne voient que la balance commerciale, hein. C'est vraiment, mais c'est dingue, hein. C'est vraiment dingue. Alors par contre, au niveau local, alors là, il y a des politiques locaux qui ont tout compris. Parce que les politiques locaux, ils sont soumis aux fluctuations, hein. C'est les oiseaux, ils sont plus près de la périphérie. Donc ils voient les fluctuations. Donc en fait, c'est notre chance, hein, si on veut être très optimiste, les 3 ans qui viennent, là, on va plus ou moins avoir un gouvernement qui va faire tout et rien, en fait. Donc ça va se jouer au niveau local. Et donc ça, c'est une chance pour nous, enfin, si on veut bien le faire, hein, c'est en fait utiliser ce moment de politique locale pour être devant la loi. C'est-à-dire que c'est pas être hors la loi, c'est faire des initiatives qui vont changer la loi. Un exemple typique, hein, c'est Montsartou. Montsartou, c'est la première ville qui a mis en place les régies municipales agricoles. Ils ont été devant la loi, hein. Ils ont en fait contourné les réglementations sanitaires, ils ne sont pas passés par Rungis, tout ça pour alimenter leurs écoles avec leur production locale. Aujourd'hui, c'est le démonstrateur national des régies municipales agricoles. Voilà, ils sont allés un cran plus loin. Donc ça, voilà, ça peut être ça. Et alors, je pense que c'est encore à autre chose sur la politique. Et maintenant, j'ai oublié sur la transformation. Ah oui, la transformation. Profiter des crises. Alors, en fait, c'est comme ça, vous allez me dire que j'inverse tout, hein, mais en fait, la crise, c'est bien différent du pétrin. Vous voyez le truc? C'est qu'en fait, quand on est dans le pétrin, on est un hamster dans la roue, c'est toxique, hein, et plus on tourne, plus c'est toxique, hein. Et en fait, plus on tourne, et plus on est enfermé dans cette toxicité. Et donc, du coup, en fait, ce qui est terrible quand on est dans le pétrin, c'est qu'on ne peut pas en sortir. Alors, quand c'est la crise, là, en fait, c'est le hamster qui sort de la roue. Alors ça peut faire peur, hein, parce que d'un seul coup on n'est plus dans cette trajectoire, mais quand la crise arrive, alors là, en fait, tout est possible. C'est vraiment le crise au sens de crisis en grec, qui est la régénération, hein. C'est, en fait, on déraille, quoi, mais dans le sens positif du terme. Donc ça par contre, ça s'anticipe. D'un point de vue politique, ça veut dire que quand on est actuellement là, un peu entre deux crises, c'est le moment de faire des projets, d'explorer, d'expérimenter, à des tas de projets qui vont aller nulle part. Et donc tout ça, ça fait des cartons de projets qui sont allés nulle part. Quand la crise arrive, on va chercher les vieux cartons, et dedans, il y aura des projets pertinents dans ce nouveau monde. Et donc ça, c'est vraiment crucial. C'est-à-dire qu'en fait, une crise, il ne faut pas la gâcher. Chaque fois qu'il y a une crise, c'est le moment d'incrémenter, d'aller plus loin dans la robustesse, dans l'entraide.
on peut considérer que la crise Covid, on l'a gâchée largement, parce qu'il n'y avait rien dans les cartons. Enfin, on a découvert que le gouvernement n'avait rien dans les cartons, en fait. On aurait pu expérimenter le salaire à vie, des tas de choses. Le gouvernement avait le pays entier dans ses mains. C'est là qu'on voit qu'ils n'avaient pas travaillé, en fait. En fait, ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont rien vu venir, ils n'ont rien préparé. Donc, quand il y a une crise, s'il n'y a rien qui se passe, ça veut dire qu'on n'a pas travaillé avant. Et donc en fait, c'est le mot, c'est que dans le monde stable, abondant en ressources, le monde de la performance, on prévoit. On prévoit parce que le monde est stable, donc on peut prévoir. Dans le monde instable, en pénurie chronique de ressources, le monde de la robustesse, on ne prévoit pas, on se prépare. On se prépare. Donc ça veut dire qu'on fait des tas de choses, quoi. On expérimente dans tous les sens. Et le jour où il y a la crise, on a des cartons. On a des projets qui sont clés en main et qu'on peut lancer, quoi. Et en fait, on a tous et toutes des projets là. C'est juste qu'il faut identifier que les moments où on peut vraiment avancer, monter en échelle rapidement, c'est les moments de crise. Parce qu'en fait, c'est les moments où il y a du jeu dans les rouages. Et c'est là où on peut être devant la loi et on peut faire changer les choses, quoi. Donc j'en suis pas à dire qu'il faut attendre la prochaine crise comme si c'était génial, c'est de la casse à chaque fois, etc. Mais j'ai presque envie de dire que parfois, il faut être en situation de générer la crise. Si ça devient vraiment toxique, il vaut mieux crever l'abcès, quoi. Et du coup, si on a des cartons, c'est bon. Du coup, là, on peut faire des choses. Juste pour vous donner un autre exemple de crise qui a été très mal préparée, c'est Strauss-Kahn en 2008. Alors, c'était avant le Sofitel. Donc, il était encore fréquentable, on va dire. Enfin, officiellement, médiatiquement, disons. Il était le patron du FMI en 2008. En 2008, crise financière. On a toutes les banques, il avait toutes les banques dans ses mains, toutes les banques mondiales. Qu'a-t-il fait pour la réforme du système financier mondial? Quasiment rien, quoi. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas travaillé avant. Donc ça, en fait, c'est ce que je reproche finalement. Quand on a une vision politique, quand on est du personnel politique, il faut préparer la crise. Et le jour où la crise arrive, on a des tas de solutions, des tas d'expérimentations à proposer, quoi. Voilà. Donc l'espace, les liens et puis les crises. Passer le micro. Ouais. Attends, j'ai une question. Vas-y. Alors moi j'ai une question à vous poser. Vous avez déjà répondu à beaucoup des questions que j'avais sur mon papier. J'ai observé cet été, donc moi je suis écolo, et je me suis rendu compte cet été que j'avais beaucoup de mal à poser des limites à mes enfants. Et que par ailleurs j'avais beaucoup de mal à respecter mes propres limites. Donc complètement paradoxal, on a dépassé les limites terrestres, on le sait, voilà. Donc, et en réfléchissant un petit peu, en analysant ça, je me suis dit mais pourquoi je ne peux pas poser de limites à mes enfants? Pourquoi c'est dur pour moi? Eh bien parce que j'ai peur de limiter leur puissance. J'ai peur de les rendre fragiles. Et je me suis rendu compte que de façon globale, ce qui nous empêche d'explorer nos faiblesses, comme vous le dites dans le livre, c'est la peur d'être bouffé par l'autre et donc d'être victime d'une violence qui semble être inéluctable. Donc finalement, le plus dur, c'est peut-être le premier pas. Comment on fait pour répondre à cette problématique? Comment on fait pour se poser des limites et pour respecter ces limites à la fois? Alors, vaste question, je vais presque répondre avec une boutade. En fait, quand on est dans le monde de la performance, les limites qu'on dépasse, en fait, c'est qu'on dépasse les autres. Donc on est dans la compétition. On dépasse les autres. Et en fait, c'est très égocentrique, c'est tout seul. Tout seul, on dépasse les autres. Dans le monde de la robustesse, on dépasse aussi des limites. Mais en fait, on se dépasse grâce aux autres. Donc c'est vraiment autre chose. C'est qu'en fait, on se dépasse, c'est qu'en fait, on fait émerger des nouvelles connaissances, des nouveaux comportements. En fait, on se dépasse grâce aux autres. Et on dépasse aussi les limites, mais c'est des limites, j'ai envie de dire, immatérielles, quoi. Par exemple, dans la connaissance, il n'y a pas de limite, quoi. On peut très bien accumuler des tas de... Ça se multiplie, la connaissance. C'est un cas où il n'y a pas de frontière planétaire, la connaissance. C'est que chaque fois qu'on ajoute des connaissances, ça se multiplie, mais ça n'a pas forcément d'impact sur les ressources, quoi. Alors que il y a ça, voilà, les frontières planétaires, là par contre c'est des limites physiques. Bon là, oui, en effet, là on peut les dépasser. Mais c'est vraiment une autre façon de voir les choses. C'est quand dépasser les limites, c'est si on le fait tout seul pour soi, oui, là c'est dépasser les autres. En fait, on écrase les autres pour nous avancer. Se dépasser grâce aux autres, là c'est différent. Parce qu'en fait, vu qu'on le fait de façon collective, on a mis la robustesse du groupe avant la performance individuelle, quoi. Et du coup, c'est une autre façon de dépasser les limites, quoi. Donc ça veut dire aussi, c'est vrai que je n'aurais pas donné l'impression que la robustesse, c'est on se bride, on est contre l'innovation, voilà, on veut rester dans son petit précaré. Non, c'est tout le contraire. La robustesse, c'est au contraire, on s'étend soi-même grâce aux interactions avec les autres. Donc on a un peu ce sentiment, en anglais on dit le sentiment de wholeness,
le sentiment de tout. Vous savez, quand vous êtes dans une assemblée, qu'il y a des moments comme ça où on est tous d'accord avec les mêmes idées, où on est dans un concert de musique, on est tous sous le charme de la musique. En fait, là, on est tous un peu surhumains, en fait. C'est-à-dire que collectivement, on a ce sentiment partagé qui nous dépasse individuellement. Bah, c'est ça, finalement, le sentiment de dépasser les limites en version robuste. On se dépasse grâce aux autres. Vas-y. Bon, parole à qui veut. Donc peut-être question ou bien réflexion sur ce qui a été dit. Peut-être on va prendre... il y a Bruno, puis après... Lever le doigt. Oui, merci pour la conférence d'abord et merci pour les idées, elles sont riches. Je crois que ce qui ne va pas dans notre société, c'est que pour l'instant, il n'y a aucune pensée qui est claire, CLAIRE, entre le monde, enfin, les libertés individuelles et les libertés collectives. Je crois que l'individu qui travaille seul n'est pas forcément contre la société. Il peut être solitaire, solidaire, si vous voulez, quoi. Il y a des métiers comme ça, où je prends le savant, qui est le scientifique, qui veut faire des découvertes pour le bien, le progrès pour tout le monde, et qui est dans son laboratoire isolé au Groenland, par exemple. Bon, il s'ennuie peut-être un peu, d'ailleurs, mais enfin, il travaille pour tout le monde, et pourtant, il est isolé. Et je crois qu'il y a beaucoup de lanceurs d'alerte, c'est ça, quoi. Faut pas croire qu'ils sont égoïstes ou fous, ou non. Ils y cherchent. Et je crois que les chercheurs doivent se rencontrer. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, réflexions, questions, impressions? C'est peut-être juste une demande de clarification sur le fait de passer de la coopération égale compétition, ok, et compétition égale violence. Je vois à peu près, mais est-ce qu'on peut être plus précis? Parce que je pense que c'est nécessaire pour l'expliquer autour. Il faut un peu de compétition tout de même, c'est ça? Non, je comprends le mécanisme. Une troisième intervention? On laisse... Alors, je vais commencer avec la liberté. En effet, c'est un point clé. Sur la liberté, en fait, on est dans un moment où il y a plusieurs définitions de la liberté dans le monde. Donc nous, on a, enfin je dis nous, les Français, les Européens, on a plutôt la définition de la liberté de 1789. La liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Donc la définition de la liberté, elle est négative. Donc c'est typiquement de la robustesse. C'est qu'en fait, si vous voulez, la robustesse, c'est des marges qu'on élargit pour créer un espace de viabilité. Donc en fait, on élargit les bornes, et ça crée un espace de robustesse. La liberté, c'est exactement ça, c'est défini par les bornes. Donc on dit les bornes, et dans cet espace, on est libre. Donc ça, c'est la liberté au sens français. Déclaration des droits de l'homme de 1948, c'est la même. Par contre, alors, aux États-Unis, Elon Musk et tous les libertariens, ils ont une définition très différente de la liberté. C'est une liberté débridée, en fait, où il n'y a pas de borne. Alors ça, c'est pas de la liberté, c'est de l'augmentation d'entropie. Si on devait faire une analogie physique, c'est juste quelque chose qui génère du chaos. Je ne vais pas épiloguer, mais en fait, ce n'est plus du tout de la liberté, quoi. C'est juste des exponentielles qui partent en vrille. D'ailleurs, on le voit bien. Aller sur Mars, c'est l'exemple typique de la liberté totale, complètement contre-productif, quoi. Donc en effet, et donc c'est pour ça que c'est parfois un petit peu contre-intuitif, c'est que cette définition de la liberté, elle est cardinale pour comprendre comment on fait de la viabilité sociale. Il faut des bornes, mais c'est une borne au service d'un espace où on est libre. Et du coup, la liberté individuelle, la liberté collective, en gros, ça veut dire que les bornes qu'on se met, nous, individuellement, à notre liberté, elles ne sont jamais déconnectées de la liberté collective. Et même quand je dis collective, c'est avec les humains et avec les non-humains. C'est ce que dit Michel Serres dans le contrat naturel. C'est-à-dire que le contrat social a été pensé sans vraiment de lien à la nature, au milieu naturel. La loi de l'offre et la demande, pour revenir à l'économie, la loi de l'offre et la demande fait l'hypothèse que la nature est gratuite et illimitée. Ça n'a aucun sens. À l'échelle d'une vie humaine, la nature n'est ni gratuite ni illimitée. Donc la vraie loi, c'est pas offre et demande, c'est besoin et ressources.
Quand on pense loi des besoins et des ressources, en fait, on rajoute le troisième fil de la prise de terre, hein, avec un grand T. C'est qu'en fait, la nature n'est plus un décor infini, c'est un partenaire. Et du coup, à chaque fois, on est dans un trio humain-humain-nature. Voilà. Et donc, c'est très différent, quoi. Et donc, la liberté, elle est contrainte par ce que nous donne la nature, quoi, pour le dire rapidement. Sur l'équation performance, compétition, violence. Alors en fait, alors si je le dis un petit peu différemment, mais peut-être que je vais me répéter pour me dire si je suis plus clair. La performance, en gros, la compétition, c'est quoi, hein? C'est les plus performants qui gagnent. Alors du coup, ça veut dire que dans une compétition, il y a un lien à la performance. En gros, si on n'est pas plus performant ou si on n'est pas moins performant, il n'y a pas de compétition en fait. Ça veut dire qu'en fait, voilà, c'est dans un schéma un peu homogène, donc du coup, il n'y a pas de compétition. Dans une coopération, par exemple, l'exemple typique, c'est dans l'équipe de foot. Dans une équipe de foot, il y a un banc de touche. Le banc de touche, c'est des footballeurs qui ne jouent jamais, en fait. Donc on pourrait dire qu'ils ne sont pas du tout dans la compétition, parce qu'ils s'entraînent tous les jours pour ne pas jouer. Ça, c'est l'exemple typique d'une contre-performance au service de la robustesse du groupe. C'est qu'en fait, ceux qui jouent, vraiment ceux qui sont sur le terrain, alors, ils sont rassurés parce que s'ils se blessent, il y a quelqu'un qui les remplace, mais c'est pour leur santé mentale aussi, parce que s'il n'y avait pas de banc de touche, ils auraient une pression encore plus grande. Donc en fait, c'est aussi une robustesse mentale, hein. Donc ça, c'est juste pour faire le lien entre performance et compétition. Et le lien entre compétition et violence, en fait, c'est quand on... Alors ça, c'est peut-être le biologiste qui parle, là, hein. Les systèmes compétitifs que l'on voit dans les écosystèmes, donc les parasites, les blue algae, hein, à chaque fois, hein, c'est des environnements où il y a énormément de ressources, et du coup, les êtres vivants font beaucoup de compétition. Et ce qu'on voit se développer, c'est des stratégies extrêmement violentes. Donc par exemple, un blue algae, hein, donc c'est des cyanobactéries dans l'océan qui pullulent quand l'eau est chaude, quand il y a beaucoup de nitrates, beaucoup de phosphate. Hein, donc abondance de ressources stimule la compétition et la performance. Et qu'est-ce qui se passe? Non seulement ces cyanobactéries pullulent, occupent tout l'espace, consomment tout l'oxygène disponible, et en plus, elles émettent des toxines pour vraiment être sûr de nettoyer tout ce qui bouge là-dedans, hein. Donc à la fin, c'est un milieu très homogène où on a tué tout le monde. En fait, le projet performance est un projet mortifère de ce point de vue-là. C'est qu'en fait, quand on augmente la performance, c'est une voie de canalisation, c'est l'autoroute où on tue tout sur son passage, quoi, hein, pour le dire, c'est la version ultime. Donc la compétition, une part de compétition est utile, mais c'est comme la fièvre, hein, c'est 3 jours, quoi. Il faut que ce soit transitoire. C'est des moments où on a besoin de moments de compétition, on a besoin de moments de performance, mais dans un monde fluctuant, on a surtout besoin tout le temps d'être robuste et de temps en temps d'autoriser la performance. C'est vraiment ce rééquilibrage à trouver. En fait, la robustesse, c'est le frein, un peu nos limites, à la performance qui nous envoie vers la compétition. Et donc c'est vraiment une leçon. Alors je vais donner un exemple bien radical, et là ça va aussi faire le lien avec les chercheurs, parce que les chercheurs, hein, ne sont pas exempts de cette compétition, de cette performance et de cette violence. Et donc je vais prendre un sujet bien controversé, le projet ITER. Le projet ITER, hein, c'est pour faire de la fusion nucléaire. Donc là on pourrait se dire, ça c'est super, hein, c'est accès à de l'énergie gratuite, illimitée. Donc on pourrait se dire, c'est super parce que justement notre énergie, elle émet plein de CO2, elle consomme plein de lithium, etc. Donc si on avait accès à la fusion nucléaire, d'un seul coup, on réglerait des tas de problèmes du monde. Alors voilà, il faut bien se poser la question, si on a accès à de l'énergie gratuite et illimitée, on se place exactement dans la même situation qu'un blue algae dans l'océan, avec une belle température, plein de nitrates et plein de phosphates. On va faire la guerre jusqu'à la fin des temps. Donc là, je vous renvoie à Georges Bataille, La part maudite, hein, un texte des années 50, hein, ça sortait de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez que la dernière fois qu'on a eu accès à l'énergie quasi gratuite, hein, on a fait 2 guerres mondiales. Hein. Je pense que dans cette région, vous êtes très bien placés pour le savoir. Donc en fait, il ne faut surtout pas que le projet ITER fonctionne. Il ne faut surtout pas qu'il y ait un succès à la fin. Hein. Il ne faut surtout pas qu'on ait accès à de l'énergie gratuite. Là aussi, c'est une limite. C'est-à-dire que le coût de l'énergie, c'est la garantie de la paix. Vous voyez, en fait, c'est tout simple. Et donc, je ne comprends pas pourquoi des chercheurs s'impliquent dans ce projet-là. Je comprends d'un point de vue de recherche fondamentale, de comprendre comment un plasma fonctionne, etc. Pourquoi pas, quoi. Mais le faire dans une stratégie de recherche appliquée pour atteindre de l'énergie gratuite, tout ça, à un moment, on disait le projet ITER, ça va créer un trou noir sur Terre, hein, parce que voilà, les neutrons, tout ça, là, ça va créer un trou noir. Alors non, si ça crée un trou noir, ça sera un trou noir humain. C'est nous, hein, qui allons le faire, hein, le trou noir. Il ne faut surtout pas que ça marche. Donc en fait, quand on se pose ces questions-là,
on pose d'autres questions de recherche. En fait, quand on est chercheur, du coup, voilà, on va se poser d'autres questions, et parce qu'on aura compris l'équation performance, compétition, violence. Donc les projets qui tiennent en recherche, hein, c'est plutôt des projets qui soutiennent la robustesse, quoi. Je vais peut-être donner un autre exemple, il ne faut pas que je sois trop long. Dans mon domaine, parce que là, moi, je ne suis pas du tout dans la fusion nucléaire, mais dans biologie végétale, actuellement, il y a des chercheurs, il y a plein de projets de recherche pour faire des plantes résistantes à des virus bien identifiés. Alors, si on fait ça, on peut se dire oui, c'est pas mal, parce qu'il y a de plus en plus de virus, le changement climatique change la donne, etc. Bon, si on fait ça, alors on peut se dire oui, c'est bien, mais sauf que si ça marche, on va faire des plantes hyper résistantes à un virus. Si on fait des plantes hyper résistantes à un virus, qu'est-ce qu'on soutient? La monoculture. Et si on soutient la monoculture, c'est de nouveau performance, compétition, violence. C'est-à-dire qu'en fait, une monoculture, c'est très violent pour tous les êtres vivants, tous les autres êtres vivants qui sont dans la parcelle, quoi. Donc vraiment, c'est un moment de réflexion profonde. La communauté scientifique, il faut que nous aussi, on se remette en cause, quoi. Nous aussi, on a été addicts à la performance. On s'est un peu planté quand même, hein. Il faut aussi réaliser ça. Et du coup, c'est le moment, quoi, de bifurquer aussi. Moi, je voudrais revenir sur ce dont vous parliez, sur les multitechnologies, les technologies passées, et puis celles qui arrivent, qui remplacent, qui font reset. Ça, c'est un peu le monde de l'industrie, hein, qui nous l'impose. Mais moi, j'ai souvenir, il y a une dizaine d'années, alors je ne sais plus qui avait envoyé une sonde, je ne sais plus vers où, vers Mars, je ne sais plus. Je sais qu'il y avait un laboratoire français qui avait travaillé dessus aussi, qui avait fourni des équipements. Et j'avais entendu une émission où ils parlaient des batteries qu'ils embarquaient. Et ils utilisaient une technologie qui avait 20 ou 30 ans, qui datait du début, ou de la fin du siècle dernier ou du début du siècle. Ils disaient parce qu'au moins celles-ci, elles sont éprouvées, on sait comment. Voilà. Donc en fait, pour le commun des mortels, ils savent nous vendre des technologies en faisant reset des anciennes. Et alors qu'ils savent pertinemment que les anciennes ont une certaine efficacité et qu'elles ne sont pas à mettre au rebut, quoi. Bonjour, merci d'abord. Moi, je travaille dans un secteur d'activité professionnelle qui souffre d'un 40 degrés permanent, c'est le secteur médico-social et le secteur sanitaire. Et je voudrais savoir, de manière concrète, comment on peut appliquer ça dans ce secteur-là. Question difficile. Alors, je vais répondre à la première question, ou le premier commentaire. En fait, ce qu'on voit, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a du déjà là robuste un peu partout, en fait. C'est juste que le monde de la performance est très vocal, très visible. On entend beaucoup parler de performance, beaucoup moins de robustesse. Et donc, en fait, dans les technologies robustes, on les voit associées à des environnements fluctuants. Donc évidemment, envoyer un satellite à l'autre bout de l'espace, il va y avoir des fluctuations, et du coup, on choisit des stratégies robustes, technologiquement. Donc c'est exactement ce que vous décriviez. Pensez à un avion. Un avion, c'est pareil. Les turbulences, littéralement, c'est un monde fluctuant. Et du coup, l'avion, il fonctionne de ligne. L'avion de ligne, il fonctionne à 50% de ses capacités, et il a 3 systèmes autopilotes, avec 3 technologies indépendantes, déconnectées les unes des autres. Donc dès que vous prenez un avion de ligne, vous avez des tas d'ingrédients de robustesse qui alourdissent l'avion. C'est vraiment une contre-performance au service de la robustesse de l'avion. Par contre, un jet, un F-35 par exemple, alors là, c'est que de la performance, quasiment que de la performance, parce que là, c'est un engin de guerre, c'est même un monomoteur, c'est quand même complètement fou, c'est un missile en fait. Donc en fait, si le moteur marche plus, l'avion tombe. Juste pour les fans des avions, les Rafales, il y a 2 moteurs, donc il y a un tout petit peu de redondance. Les F-35, il n'y en a qu'un, donc c'est vraiment un truc dingue. Donc là, vraiment, choix de performance en fonction de la mission et du milieu plus ou moins fluctuant, quoi. Donc du coup, en effet, ça, je comprends complètement, et donc ça veut dire qu'on est capable, nous, les humains, de développer des solutions robustes. C'est juste qu'on a tendance à penser que le monde est stable. Tous les matins, le soleil se lève. Et du coup, on pense que le monde est stable. Alors qu'en fait, c'est faux. Le monde est tout le temps instable, et là, ce que nous disent les scientifiques, c'est que ça va devenir de plus en plus instable. Donc en fait, il faut, en quelque sorte, aller contre sa nature, au sens presque littéral du terme. C'est en fait se forcer son cerveau à voir le monde fluctuant au-delà de ce qu'on peut voir avec nos yeux. Donc un exemple, une pratique, une méthode, c'est de faire des tests de fluctuation.
Donc en gros de dire, j'ai une entreprise, j'ai une association, j'ai une famille, voilà, je vais faire fluctuer les paramètres de mon territoire. Le pétrole est 30% plus cher l'année prochaine. Il y a une méga inondation dans le voisinage. Il y a un virus qui me met Internet à plat pendant 6 mois. Qu'est-ce que je fais avec ça? Vous allez voir, vous allez augmenter les marges de manœuvre. Et en fait, vous allez développer des solutions robustes, comme voilà, la NASA qui va faire des satellites beaucoup plus robustes. Quoi. En fait, c'est un blocage mental. En fait, c'est un peu à la Gramsci, c'est de l'hégémonie culturelle. Jusqu'à présent, on a plutôt une hégémonie culturelle au service de la performance. Dans un monde qui est fluctuant, on va plutôt aller développer des solutions robustes. Quoi. Bon, après, c'est tout un champ de recherche, mais c'est très pluriel, justement. Et ça sera très situé. C'est ça aussi qui est génial, c'est qu'on n'est plus dans un monde performant où on attend l'iPhone 16 ou je sais pas quoi. Ça, c'est le monde d'avant. Un truc non réparable, universel comme ça, enfin universel au sens mondialisé, mondialiste, quoi. Non, en fait, ça va être beaucoup des solutions beaucoup plus locales, quoi, adaptées au territoire, que des gens du coin peuvent lire, réparer, adapter, s'approprier, quoi. Donc ça sera beaucoup plus divers, quoi. Enfin, en fait, voilà. C'est ce que je pourrais dire là-dessus. Et alors sur le monde médico-social, en fait, c'est un effet, alors je suis tout à fait d'accord, j'ai rencontré pas mal de gens, des hôpitaux notamment, alors à Bruxelles par exemple, ils m'ont dit, là on est au niveau de performance ou de burn-out en plein milieu du Covid. Sauf qu'il n'y a pas d'épidémie. Donc, alors là, très fragile. Et donc je pense que ça c'est partagé. Ouais. Donc du coup, c'est donc vaste sujet. Alors il y a des choses là aussi il y a des zones pathogènes. Clairement, il y a un sous-financement, les services publics. Mais ça, on n'y peut rien. Puis surtout là, en ce moment, c'est compliqué. Enfin, on n'y peut rien. On peut manifester, etc. Mais bon, on n'a pas les mains sur la bourse, quoi. Donc ça, c'est un peu une zone pathogène. Donc moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est en fait développer la robustesse locale. Donc ça veut dire, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Donc voilà, cartographier, voir les liens. Qu'est-ce qui fait que en fait on augmente la robustesse? En fait, c'est faire un audit interne de robustesse. Ça pourrait être ça. Donc en fait, dans une organisation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, identifier les contre-performances de votre organisation et essayer de voir en quoi elles ajoutent de la robustesse à votre organisation. Donc ça veut dire que ces contre-performances-là, il ne faut pas les évacuer en voulant optimiser, il faut les sanctuariser et les valoriser. En fait, ça permet de répondre à des hiérarchies qui veulent optimiser en disant oui, mais là, si j'enlève ça, je vais prendre encore plus de risques. Dans un monde qui est fluctuant, c'est vraiment la dernière chose à faire. Il faut réenchanter le risque dans le monde fluctuant. Donc en fait, il faut construire sur le risque. Donc voilà, ça peut être audit interne de robustesse. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est passer plus de temps sur les questions. Donc ça veut dire que dans certaines fois, en fait, on fait face à des projets où en fait on se dit, là, j'ai vraiment un problème, il faut absolument que j'ai cette solution, il me faut un recrutement, par exemple. Voilà. Sauf qu'en fait, si on recrute cette personne, alors ça a un certain budget, etc. Mais sauf que si cette personne ne convient pas et qu'en fait surtout, c'était pas un problème de recrutement qu'on avait, c'était un problème de sentiment d'appartenance, un collectif qui marchait pas. En fait, on a aggravé le problème. C'est-à-dire qu'on a un problème de sentiment d'appartenance, on a recruté quelqu'un dans un collectif qui a un problème de sentiment d'appartenance, c'est pire que tout, parce qu'on est en train de recruter quelqu'un qui ne va pas rester, quoi. Donc en fait, passer plus de temps sur les questions, en fait, en gros, faire passer un test de robustesse à ces problèmes. Donc ça prend du temps, mais par contre, ça permet d'identifier des questions robustes. C'est-à-dire que c'est des questions, si on les présente à un boulanger, à une ballerine, à un géologue, c'est toujours la même question. Si c'est toujours la même question, si elle ne s'est pas déplacée, alors c'est une question robuste. Et donc c'est celle-là à laquelle il faut répondre. Si vous présentez votre problème à des personnes très distantes et que la question change, que quand vous reformulez, vous vous rendez compte qu'en fait, ce n'était pas exactement ça, votre question, alors il ne faut pas répondre à la question. Ça veut dire que la question n'est pas stabilisée. C'est l'autre phrase d'Einstein qui disait si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes sur la question, 5 minutes sur la réponse. Et donc en fait, c'est à nous. Et donc c'est toujours pareil, c'est vraiment très contre-intuitif. Face à l'urgence, il faut passer plus de temps sur les questions. Il ne faut surtout pas passer plus de temps sur les réponses. C'est un peu contre-intuitif, cela dit, mais en fait, c'est vraiment hyper nécessaire. Quand on a peu de moyens, peu de temps, il faut passer tout ce temps sur les questions. Surtout pas sur les réponses, parce que sinon, on va apporter les meilleures réponses aux mauvaises questions. Une autre méthode qu'on peut suggérer, c'est le test de fluctuation pour les avions, pour les satellites. On peut l'appliquer aussi à l'hôpital ou au secteur médico-social. En fait, ça permet de comprendre quels sont les points faibles du réseau et donc de se dire, là, ça va lâcher.
Et donc, en fait, se dire comment je peux, avec mon territoire, renforcer ce point faible. Donc ça veut dire que c'est pas en disant voilà, là j'ai besoin de, enfin on peut le dire aussi, j'ai besoin, je sais pas, de 1 million d'euros pour sécuriser cette partie-là. En fait, avec mon réseau social local, avec le tissu social, comment je peux, avec la densité des interactions, avec la qualité des interactions, renforcer ce point faible du réseau, quoi. Et donc ça, c'est un vrai travail de cartographie locale, quoi, pour identifier les points faibles du réseau. C'est vraiment une analyse de robustesse. C'est qu'en fait, dans la cartographie, vous avez certains nœuds qui sont hyper connectés à plein d'autres choses. Donc ça veut dire que s'il y a une personne pour faire ce nœud-là, c'est très fragile. C'est que cette personne, elle est malade, et d'un seul coup, là, il y a tout le réseau qui est impacté, quoi. Donc peut-être il y a un doublon, là, quelqu'un qui est un peu polyvalent, qui peut remplacer cette personne-là. Voilà. Alors c'est un peu des... J'aurais pas... En fait, le problème, c'est que quand on fait ça, en fait, on va peut-être, si c'est mal interprété, alimenter une stratégie néolibérale d'optimisation. Donc on est bien d'accord, c'est le contraire. On va désoptimiser, on va stimuler les redondances, on va stimuler les hétérogénéités, les incohérences, les contradictions, etc., au service de la robustesse du groupe. Donc c'est toujours délicat, parce que dès qu'on commence à parler des organisations, alors il y a un très bon livre là-dessus, c'est Libre d'obéir, de Johan Chapoutot, sur le management libéré, donc un management plutôt modulaire, qui peut donner l'impression que c'est très robuste, alors qu'en fait, non. C'est juste une façon de s'organiser, de façon très horizontale. On peut faire un management libéré au service de la performance, comme on peut faire un management libéré au service de la robustesse. Quand c'est du management libéré au service de la performance, donc très horizontal, où il y a esprit d'initiative, auto-organisé, tout ça, au service de la performance, c'est l'armée du Troisième Reich. Donc, clairement toxique. Alors que si c'est auto-organisé, esprit d'initiative au service de la robustesse du groupe, ça veut dire que oui, on fait plein d'initiatives locales, etc. Mais on sait qu'il y a un doublon qui fait exactement la même chose que nous. Et il n'y a aucun problème. Parce qu'en fait, on est très content. On est rassuré qu'il y ait ce banc de touche à côté, quoi. C'est vraiment c'est le contraire, d'un certain point de vue, quoi. Je ne sais pas si j'ai d'autres idées, je regarde mes autres diapos au cas où j'ai d'autres idées. Il y a aussi l'idée de la santé commune, mais ça c'est peut-être un petit peu plus large dans le milieu médico-social, mais c'est quelque chose qu'on voit un peu plus dans les entreprises, c'est en fait d'essayer de remplacer certains services qui nous sont fournis actuellement par du pétrole, par des technocraties distantes, de les relocaliser par des services écosystémiques. Donc par exemple, plutôt que d'avoir des panneaux isolants en polystyrène, peut-être qu'on peut mettre des plantes qui vont isoler aussi, quoi. Alors c'est pas tellement médico-social ça, mais en fait il y a plein de choses que la nature peut nous proposer, vraiment des êtres vivants qui peuvent dépolluer des solvants, des effluents, des tas de choses. En fait on a un peu oublié que les êtres vivants doivent contribuer à nos activités, quoi. En fait, on les a un peu exclus, parce que le dualisme nature-culture, ça inclut les services. Et du coup, parfois, on ne pense pas à des solutions comme ça. Récupérer l'eau de pluie, par exemple, c'est de l'eau, quoi. Dans les toilettes, on peut très bien, quand je tire la chasse d'eau, ça peut être de l'eau de pluie. Vous avez à côté de chez vous, il y a Pocheco, une boîte qui fait des enveloppes, là, peut-être vous connaissez, Marc en Barol, qui récupère son eau de pluie et qui fonctionne comme ça, et qui est un exemple typique de symbiose industrielle avec les êtres vivants, où les services écosystémiques participent à l'activité économique de l'entreprise, quoi. Bon, là je m'éloigne un peu du secteur médico-social. Fred qui a une question. Oui, il est peut-être toi. Tout à fait d'accord avec vous. Là, quand vous parlez d'exemples, etc., notre système met des normes, met des barrières à cette, je ne vais pas dire innovation, parce que ce sont des choses qui existent depuis des lustres, mais l'isolation par les plantes, c'est le toit de chaume, mais on ne forme plus de gens à ces technologies. Et quand vous voulez déposer un permis de construire avec un toit de chaume, l'administrative me dit j'ai pas ça dans ma fiche, je peux pas cocher, donc votre permis de construire, ça va être compliqué quand même. Vous voulez pas mettre des tuiles, du bardage, voilà. Et comment nous on peut braver ça, et je dirais, on arrive dans des systèmes où
vous voulez déplacer votre maison de 2 mètres, c'est pas possible parce que vous n'allez pas être connecté au réseau. C'est pas possible. Et il y a pas mal d'interdits que l'on doit braver au risque de se dire, bon, bah, va falloir démolir, quoi. Et là, problématique. Bonsoir. Alors moi du coup je me posais la question puisque j'ai l'impression du coup que robustesse est proposée en alternative à la performance et à mon sens la performance se fait au détriment des femmes, des personnes handicapées, personnes homosexuelles, transgenres, etc. Et donc je me posais la question de comment la robustesse, quelle est la position de la robustesse dans tout ça? Est-ce que ça exacerbe les discriminations? Est-ce que ça les élimine? Ou est-ce que ça bénéficie d'un certain status quo? Tout le monde est pareil, il n'y a pas de discrimination, etc. Voilà, je vous pose la question. Je vais commencer avec le toit de chaume. Alors en fait, pour moi une solution, hein, c'est par exemple, alors vraiment sur l'exemple du toit de chaume, c'est qu'en fait individuellement c'est très compliqué d'aller contre la réglementation parce que dans un monde drogué à la performance, la réglementation, l'administration est dans la performance administrative. On empile les normes, on empile les règles, on ne sait plus très bien où on en est, donc il faut des règles. Hein. Mais en fait, le problème, c'est quand il y en a 1000, quand il y en a 10 000, les citoyens ne sont plus capables de savoir ce que c'est, et l'administration n'est plus capable de savoir ce que c'est. Donc on est dans la performance administrative. Donc en fait, c'est un juste milieu, hein, finalement, la robustesse. Hein. En fait, c'est quelques règles, une raison d'être, voilà, des grands principes. Vous voyez, les lois, hein, la Déclaration des droits de l'homme de 1948, c'est que tout le monde peut comprendre. Hein. C'est en une phrase, on comprend très bien, c'est la raison d'être. Et après, au niveau local, c'est un peu plus libre. Et du coup, ça veut dire que dans ce monde-là, en fait, où on ne cherche pas la performance administrative, on ne cherche pas à avoir une loi émotionnelle à chaque fois qu'il y a un événement qui arrive en France, on a la raison d'être, ça suffit en fait. Et ce qu'on fait par contre, c'est pour son toit de chaume, on le fait collectivement. C'est-à-dire qu'en fait, si la réglementation n'est pas très claire, on va avoir une association. Alors, pour le toit de chaume, il y a une association et d'autres choses, hein, sur la construction, c'est OICOS. C'est une association de citoyens qui est experte sur toutes les constructions justement avec des êtres vivants. En plus, ils ont des tas de stratégies hein, pour en fait déshydrater les murs. Ils vont vous dire de mettre un peu de pouzzolane et ensuite de mettre de la chaux par-dessus. Enfin, des tas de petits trucs comme ça, quoi. La construction en bois, en paille, voilà, le toit de chaume, exactement. Donc en fait, c'est très compliqué de faire des stratégies comme ça dans un monde qui est très réglementaire tout seul. Parce que là, on est vraiment tout seul face à une masse administrative qui elle-même est perdue, hein, parce qu'elle est dans une masse où tout le monde est perdu. Hein, enfin, voilà. Donc du coup, il faut se faire aider. Quoi. Voilà. Alors c'est là où l'entraide est si pertinente, c'est qu'en fait, on va, avec ces savoirs citoyens, aller devant la loi, finalement. On va trouver des solutions. Alors si je reprends l'exemple de Pocheco, par exemple, ils ont une cuve d'eau. Et dans la loi, il faut que donc c'est pour les pompiers, hein, en cas d'incendie, ils ont un stock d'eau. Quoi. Dans la loi, il faut que ce soit de l'eau du robinet, donc de l'eau très pure. Alors, franchement, quand il y a un incendie, on n'a pas besoin d'eau pure. Hein, voilà. Donc du coup, Emmanuel Druon, hein, le patron de Pocheco, il a fait changer la loi. Et donc maintenant, c'est de l'eau de pluie dans cette cuve. Donc en fait, on arrive à faire changer les choses aussi. Quoi. C'est pour ça que quand je dis devant la loi. Mais ça, c'est quand il y a un collectif. On a plus de poids à plusieurs parce qu'en fait on démontre presque scientifiquement. Il y a un autre exemple, c'est Patrick Bouchain. Patrick Bouchain pour les ABF, hein, les bâtiments de France. Donc il y a des lois bâtiments de France qui disent on ne peut pas faire certaines choses qui vont contre le patrimoine historique. Patrick Bouchain, alors je ne sais plus quel article c'est, mais donc un architecte de la robustesse, hein, très clairement. Hein. Enfin, il n'est pas dans la performance architecturale, il n'est pas dans le geste architectural, il est plutôt dans la co-construction avec les citoyens, hein, Patrick Bouchain. Et du coup, qu'est-ce qu'il a ? Il a fait changer la loi. Il a fait changer la loi sur les bâtiments de France. C'est-à-dire que si vous avez un projet co-construit avec des citoyens et que c'est validé avec les citoyens, vous pouvez contourner les bâtiments de France. Donc en fait, à chaque fois, c'est un contrepoids par l'entraide. Et donc c'est là qu'on voit en fait qu'on a quand même encore des marges de manœuvre. Quoi. Donc voilà, moi j'aurais dit sur cet exemple-là, bon après il y aurait encore à chercher, mais il y a un vrai sujet hein, sur l'inflation de normes. C'est l'exemple typique hein, du monde qui est drogué à la performance. Hein. À chaque fois, on va trouver un nouveau truc.
Et oui, sur le monde de la robustesse versus le monde de la performance patriarcale, colonialiste, etc. Alors, le monde de la robustesse, en fait, c'est pas du tout le monde de l'homogénéité, hein. En fait, c'est le monde où... en fait, je vais prendre une analogie avec mes recherches à moi. Alors, je travaille pas du tout sur ces sujets sociaux, hein, mais moi, je travaille sur la forme des plantes. Le genre de questions qu'on se pose, c'est comment les feuilles, pourquoi les feuilles sont plates, hein, voilà, ce genre de questions-là. Et donc, une des autres questions qu'on se pose, c'est que oui, sur une plante donnée, elle fait plein de fleurs, et toutes les fleurs ont la même taille. C'est quand même miraculeux, ce truc-là, quand même, hein. Toutes les fleurs émergent indépendamment, et elles arrivent toutes à la même taille. Comment font les plantes? Alors, nous, hein, les biologistes, pendant des années, on s'est dit, il y a un programme, il y a un programme génétique. Parce que c'est toujours pareil. Donc en gros, vous allez chez Ikea, vous avez la notice, et on va toujours construire pareil, quoi. Hein, voilà. Donc ça, et donc on avait plaqué ça sur le vivant. Et donc on a essayé de trouver des cascades de gènes, avec des gènes maîtres, et tout ça. Enfin, donc c'est vraiment le modèle Ikea, hein, appliqué au vivant, quoi. Donc là, ça, c'est très homogène. Et donc en effet, le modèle, ça, c'est un modèle très performant, hein, le programme, hein, voilà, c'est le je veux, je sais comment faire. Ça, c'est le programme, voilà, le pouvoir. Et ben, en fait, quand on analyse les êtres vivants, on trouve le contraire. C'est ça qui est extraordinaire. Les êtres vivants, en fait, quand on analyse au niveau cellulaire, au niveau moléculaire, ce qu'on trouve, c'est que, alors non seulement il n'y a pas de programme, mais en plus, les cellules, c'est complètement erratique, quoi. Les cellules font tout et n'importe quoi. Donc c'est très, très, très hétérogène au niveau cellulaire. Au niveau moléculaire, c'est pareil. Mais qu'est-ce que ça fait, ça? Et ben en fait, si c'est très hétérogène, ça fait beaucoup d'interactions bizarres. En fait, ça augmente la richesse des informations. Si vous avez des cellules qui poussent toutes à la même vitesse, elles ne se voient pas, en fait. Vous voyez, si elles sont toutes en train de pousser, il n'y a pas de conflit mécanique, quoi. Donc elles ne voient pas où sont les voisines. Si au contraire, il y a de l'hétérogénéité de croissance, alors là, c'est très riche en informations. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, et du coup, plus c'est hétérogène, et plus c'est riche en informations. Et plus c'est riche en informations, plus ça fait des formes robustes. Et donc là, c'est très contre-intuitif, hein, mais la robustesse des formes des plantes est nourrie par leur hétérogénéité au niveau local. Donc tout ça pour dire, donc je vais faire un gros détour en biologie, mais pour revenir sur la question, en fait la robustesse, si je devais le genrer, c'est écoféministe. C'est qu'en fait on met en avant plutôt les contre-performances au service de la robustesse du groupe. Alors si je devais forcer le trait un peu plus loin que ça, quitte à le genrer peut-être un peu trop, mais ça c'est une prof de lycée qui m'a dit ça, quand on a discuté comme ça, performance-robustesse. Alors, apprendre avec des pincettes, hein, parce que j'aurais pas trop voilà, masculin, féminin. Mais il y a quand même un truc physiologique, c'est-à-dire que les hommes, nous avons une physiologie qui est relativement stable, alors que les femmes ont des physiologies plus fluctuantes. Le cycle menstruel, l'accouchement, la ménopause. Hein. Donc en fait, c'est des vies où physiologiquement, ça chahute beaucoup. Et ben, ce qu'on peut imaginer, c'est que les femmes en fait, ont une pratique physiologique de la robustesse, finalement, parce qu'elles sont soumises à des fluctuations plus fortes que les hommes. Les hommes ont des mondes plutôt stables, des mondes physiologiques plutôt stables, et donc, en fait, sont plutôt enclins à aller vers la performance. Alors, je n'aurais pas essentialisé, hein, parce qu'évidemment, on peut être un homme qui a eu des accidents dans la vie, et du coup qui a connu des fluctuations, hein, et donc qui du coup va développer sa robustesse. Hein. Roosevelt, par exemple, voilà, il a eu des grosses fluctuations dans sa vie, hein, la polio, tout ça. Du coup, clairement, il a développé de la robustesse. Hein. Donc c'est pas, je veux dire, faut pas tout réduire, il ne faut pas tout biologiser non plus, quoi. Hein. Mais il y a cette partie-là qui nous dit des choses. Un autre exemple, ça c'est Marc-André Selos qui en parle dans son dernier bouquin, La nature est préjugée. Quand vous regardez les yeux des hommes, les hommes voient très bien sur des objets précis, quoi. Voilà. Donc là, en fait, mais par contre, ils ont une vue latérale qui n'est pas très bonne. Les femmes, en fait, ont une bien meilleure vue latérale. Par contre, elles seront peut-être un peu moins capables de dire exactement où est ce verre-là, quoi. Et ben ça, c'est aussi quelque chose, quand on voit plus large, en fait, c'est plus robuste, quoi. C'est qu'en fait, on va regarder le système un peu plus large. Alors que quand on regarde vraiment, voilà, on est plutôt dans la position du prédateur, hein, pour le dire un peu trop fortement, bah, du coup, là, on a une vision plus réductionniste du monde, quoi. Donc en fait, bon, vous voyez, hein, à prendre avec des énormes pincettes, hein, parce qu'en fait, en fonction de ce qu'on vit, hein, c'est aussi une question culturelle. On peut être féministe en étant un homme, hein, et on peut être totalement masculiniste en étant une femme. Hein. Enfin, voilà, je n'aurais pas non plus juste genré à ce point-là. Mais ça dit des choses, quoi. Voilà, en fait, c'est une grille de lecture. Là, en fait, performance versus robustesse, c'est une grille de lecture pour plein de choses.
pour la culture, pour la psychanalyse, pour l'architecture, pour enfin, ce que vous voulez, à chaque fois, ça peut vous dire, bah tiens, oui, ça c'est adapté au monde stable, ça c'est adapté au monde instable. Et en fait, c'est à nous de choisir qu'est-ce qui correspond au monde dans lequel on est. Ça, c'est la phrase qu'on entend souvent. Dans le monde du développement durable, on se demandait quel était l'impact de nos activités sur l'environnement. Ben ça, c'est une posture descendante, en fait. C'est les humains qui disent « Oula, on commence à avoir le contrôle sur la nature, on va voir ce que ça fait. » quoi. Donc ça, c'est le développement durable. Donc ça, c'est le monde de la performance. C'est les humains très performants qui se disent « Oula, on est en train de tout détruire, mais un peu de façon arrogante. » Quoi. Dire, oui, on est tellement fort qu'on arrive à détruire la Terre. Quoi. Alors ça, c'est le monde de la performance. Et donc, du coup, dans le monde de la robustesse, on inverse. On se demande comment l'environnement impacte nos activités. Et donc ça veut dire qu'il faut d'abord commencer par l'état, dans le contexte dans lequel on est. Si on est dans un contexte fluctuant, il faut faire de la robustesse. Enfin, c'est très pragmatique, ça. Voilà, dans un monde fluctuant, on fait de la robustesse. Et du coup, c'est l'environnement qui va nous dire quoi faire. Mais par contre, il faut l'écouter. Il faut être à l'écoute. Donc bonjour, je suis étudiant en master de design donc à Roubaix. Je m'intéresse personnellement au vivant et comment le vivant pourrait mieux cohabiter. Donc déjà merci pour votre intervention. Et j'avais une question au nom de la classe donc de l'ESAT. On participe notamment au projet HELP donc de création d'habitat à la ferme du Trichon. Et la question que j'avais, c'était comment faire de la robustesse en sachant qu'on nous demande de la performance, notamment du coup des délais de rendu. Et comment du coup négliger aucun point. Merci. Je me permets. Bonjour, merci à vous pour votre intervention. Moi j'ai une autre question, c'est comment en fait pousser, entraîner et donner envie de se tourner vers la robustesse quand on sait que notre société aujourd'hui nous pousse à l'individualisme, l'autocentrisme et un peu penser avant tout à sa propre personne. Voilà. Merci. La première question, c'était sur les délais. Alors, ouais, donc en fait, il faut utiliser les outils qu'on a. Donc en fait, si on vous demande des délais, vous avez une contrainte performante sur les délais, il faut l'utiliser. C'est-à-dire qu'en fait, la version performante du délai, c'est de faire le délai le plus court. Dans le monde de la robustesse, c'est faire le délai le plus fiable. Donc ça veut dire que vous êtes peut-être capable de finir tout le travail en 15 jours. Enfin, je dis 15 jours, ça pourrait être 3 mois, enfin, on va dire 15 jours. Mais vous décidez de ne pas le faire en 15 jours, vous allez le faire en 3 mois. Et vous le faites en 3 mois parce que vous avez identifié que dans les 15 jours qui viennent, il y aura peut-être des fluctuations. Et si vous voulez vraiment mettre la qualité du projet avant la performance du projet, il faut 3 mois de délai. Par contre, c'est 3 mois. C'est pas 3 mois et 1 jour. Voilà, si vous devez livrer le 4 décembre à 14h04, ce ne sera pas à 14h05. C'est hyper strict. Et donc ça, c'est un peu l'école japonaise, on va dire. Sur l'école du délai, c'est plutôt la fiabilité du délai qui l'emporte sur la durée du délai. Dans la robustesse, c'est ce qu'on fait. Et donc ça veut dire qu'en fait, on va convaincre son client ou son partenaire, enfin celui qui demande, de dire, en fait non, si je te livre trop tôt, ce sera mal fait, quoi. Et ça va lâcher. Donc ça sert à rien, en fait. Donc je préfère, et je te le dis, toi, c'est vraiment... je ne vais pas te livrer à temps. Mais c'est en amont, évidemment. C'est à négocier avant. Il ne faut pas le faire 15 jours. Bien, finalement, ce sera plus tard. Non, du coup, c'est pas fiable. Mais au début du projet, quand on échange, quand on co-construit le projet, donc quand on co-construit le délai, le délai, on met la fiabilité du délai avant la durée du délai. Et ça, c'est essentiel, parce que ça veut dire qu'on met la qualité avant la performance, quoi. Et sur l'individualisme, alors en effet, c'est une question d'éducation, finalement. C'est qu'on a été les uns les autres formés dans l'école de la compétition. Les notes à l'école, c'est la loi de Goodhart. Quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Voilà, on va faire tout et n'importe quoi pour avoir les meilleures notes. Enfin, j'exagère, mais bon, voilà, en fait, ça devient contre-productif. Donc du coup, dans un monde qui est en effet encore addict à la performance, et donc individualiste, les deux sont totalement ensemble, efficacité et efficience. Souvent on dit, on regrette la pensée en silo, et puis après on va dire qu'on est performant.
Alors, en fait, non, il y a contradiction. C'est que ce qui est le plus performant, c'est de penser en silo. Quand on pense en silo, c'est extrêmement performant. Au sein de son silo, on est extrêmement performant. Par contre, on a raté tous les autres objectifs, quoi. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que dans une société qui a encore drogué l'individualisme, c'est une question d'éducation. Et donc en fait, il y a un vrai rôle. Alors c'est pas seulement les éducateurs, c'est pas seulement les profs, c'est tout le monde. Faut qu'on s'y mette tous, quoi, à faire de la coopération. C'est-à-dire que c'est en pratique, hein, c'est pas seulement dire la coopération ça ressemble à ça, il y a de super exemples, c'est aussi pratiquer. Par exemple, je vais vous donner un exemple, et parfois on voit des ONG hein, qui sont très en avance sur la coopération, qui vont prêcher la coopération partout, et puis dans l'ONG, il y a des burn-out à tous les tournants, quoi. Ouais, ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas appliqué la coopération à leur propre structure. Donc en fait, ils sont dans la compétition en intérieur. Hein. Enfin, quand il y a des burn-out, c'est qu'il y a une compétition quelque part. Hein. Parfois, c'est avec soi-même. Hein, mais c'est, donc en fait, donc ça veut dire que c'est vraiment un vrai travail d'éducation à la coopération. Et du coup, il faut bien définir ce que c'est que la coopération. Alors, la coopération, hein, c'est quand l'objectif commun l'emporte sur les objectifs individuels. Donc ça répond vraiment à la question. C'est qu'en fait, pour atteindre l'objectif commun, parfois, il faut aller contre l'objectif individuel. C'est le contraire de la collaboration. La collaboration, c'est chacun avance sur son objectif individuel et on espère que la somme des succès individuels fait un succès collectif. Ça, en fait, c'est le gagnant-gagnant où il y a toujours quelqu'un qui perd. Hein. Donc c'est une forme de compétition qui ne dit pas son nom, la collaboration. Hein. Alors, en France, c'est très facile. Hein. Les collabos, bon, vous voyez, pas super positif. Donc en fait, c'est la coopération hein, qu'il faut viser dans le monde de la robustesse. Et donc en fait, quand on fait la distinction entre collaboration et coopération, en fait, on se rend compte que pour atteindre l'objectif commun, de temps en temps, il faut aller contre son objectif individuel. Si on est tout le temps en faveur de son objectif individuel, on est dans la collaboration. Et donc, on est contre la coopération. Il y a des moments où il faut faire la vaisselle, quoi. Voilà. C'est quand on est dans une association pour le groupe, quoi. Voilà. Ça veut dire qu'on va perdre du temps, on utilise son temps pour autre chose, quoi. Voilà. C'est moins de performance individuelle, mais au service du groupe, quoi. Donc en fait, c'est une question de sémantique. Hein. Oui, je suis assez incisif hein, sur les mots, hein, mais c'est vraiment hyper important d'être très clair sur les mots parce que les mots colonisent les esprits. Si on n'est pas clair sur les mots, on ne sait pas de quoi on parle et en fait, on reste dans le monde de la performance par défaut. C'est pour ça que en fait, vous vous rendez bien compte que dans un monde qui est drogué à la performance, il faut d'abord se désintoxiquer à la performance pour ensuite construire le monde de la robustesse. Donc ça veut dire qu'il faut être vraiment incisif pour bien identifier les moments de performance et au contraire les moments de robustesse. Quoi. Bon, je crois qu'on a pris pas mal d'infos dans la tronche. Hein. Et donc, on va méditer tout ça. Il y a les livres d'Olivier qui sont vendus par la librairie L'Élisière qu'on remercie d'être avec nous. Et puis, on continue la réflexion et la robustesse collectivement, tous ensemble. Bonne soirée à tous, à bientôt.